De retour sur LMTV Start pour la suite de Centenaire au cœur, évidemment, avec cette émission spéciale, cette semaine spéciale consacrée donc au centenaire des 24 heures du Mans. En plateau, on est avec trois invités exceptionnels avec qui on va revenir sur la fameuse épopée Rondeau dans quelques instants. Daniel Ménager, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Hubert Roé. Bonsoir. Et puis bonsoir Jean-Philippe Desmottes. Bonsoir. Merci à tous les trois d'être présents sur le plateau d'LMTV Start. Si quelques téléspectateurs ne savent pas encore de quoi il s'agit quand on dit l'épopée Rondeau, bon, vous ne devez pas être nombreux parce que ça parle tellement en Sarthe, évidemment. Petit résumé très rapide, il y a 43 ans, Jean Rondeau devenait le premier pilote vainqueur des 24 heures du Mans sur sa propre voiture. Il est d'ailleurs le seul pilote constructeur à l'avoir fait. Plus que ce sacre, c'est toute l'épopée Rondeau, évidemment, qui a marqué les esprits au Mans. On va revenir justement en images sur ces fabuleuses années et on en parle juste après avec nos invités. Voilà pour ce film réalisé pour l'exposition consacrée à l'épopée Rondeau, actuellement du côté de Champagné. Hubert, ça fait quoi de revoir ces images, ces photos ? C'est toujours d'excellents souvenirs. En plus, on ne garde que les meilleurs souvenirs. Et c'est aussi l'occasion de revoir tous les anciens collègues qui sont aussi des amis. Donc c'est toujours émouvant. Ça fait un peu ancien combattant, mais bon, c'est comme ça. Vous étiez responsable du bureau d'études, vous, pendant l'épopée Rondeau. Oui, tout à fait, oui. En quoi consistait votre travail ? Parce qu'évidemment, il y a cette fonction d'être responsable du bureau d'études, mais à cette époque, on est multitâche. Effectivement, nous étions multitâches et à l'époque, le bureau d'études, c'était la planche à dessin. Et même la règle à calcul, les calculettes électroniques commençaient juste à arriver. Et donc, on y passait pas mal de temps et tout n'était pas dessiné. On dessinait les pièces principales et beaucoup d'autres pièces moins importantes ou considérées comme moins importantes étaient réalisées à l'atelier. Des fois en discussion avec le bureau d'études ou avec même Jean directement, mais c'était, il y avait les deux directions. Ouais. Daniel Ménager, vous étiez à la conception des châssis et puis mécanicien notamment pendant la course ? Oui, effectivement. Alors pour revenir sur ce que disait Hubert, effectivement, quelquefois on était prêt à installer par exemple un moteur d'essuie-glace. Où le positionne-t-on ? Là, il n'y a pas de plan. Donc là, il faut le faire sur le tas, de façon à ce que ça puisse fonctionner dans les meilleures conditions. Et c'était toujours une histoire de temps.
qui manquait pour arriver à tout dessiner. Et puis effectivement, dès qu'on avait fini le travail de conception et de fabrication, on passait du côté du montage afin de pouvoir donner un coup de main à ceux qui étaient destinés à remonter la voiture. Et ensuite, ça se terminait effectivement sur la piste en tant que mécano. Jean-Philippe Desmottes, vous, c'était du côté des carrosseries, c'est ça que ça se passait, hein? Tout à fait. Donc moi, j'étais responsable des carrosseries, c'est-à-dire de la conception des maîtres modèles, réalisation des moules et des pièces. Et après, on a travaillé en collaboration avec Daniel, puisque le travail continué, c'est ce qui faisait aussi la complémentarité de toute l'équipe, pour ajuster les carrosseries. Et ensuite, mon rôle était aussi de mécanicien de piste pendant la course des 24 heures. Daniel, on vous parle encore aujourd'hui souvent de cette épopée Rondeau? Oui, de moins en moins, parce que ceux qui nous ont vus à l'œuvre commencent à disparaître les uns après les autres, malheureusement. Donc, heureusement qu'il y a des soirées comme celle-là où on peut reparler un peu de l'épopée. Et puis, donc, on a souvent l'occasion quand même de se revoir. Chaque bonne occasion que l'on a de se rencontrer, aussi bien avec les pilotes d'ailleurs, on ne rate pas une seule occasion de pouvoir se remémorer ces bons moments, c'est clair. Vous étiez tous là au départ du projet. Comment ça s'est fait? Comment on en est arrivé avec cet équipage Rondeau? Oui, allez-y. Un petit peu, je suis arrivé dans l'équipe un petit peu par hasard. J'avais terminé mes études et je cherchais un travail, donc je faisais le tour des agences d'intérim. Je suis arrivé dans une agence d'intérim. Le responsable m'a dit bon, vous sortez ou tu sors des études, tu sais rien faire. Vous avez quel âge à l'époque? J'avais 21. Très jeune. Très jeune, j'avais un BTS, donc. Et donc il m'a dit mais par contre, il y a une écurie là qui cherche un dessinateur bénévole, si tu veux passer ton temps en attendant de trouver travail. Donc j'ai commencé comme ça, je me suis rendu rue Hoche. Jean m'a accueilli et au bout d'une semaine, j'étais engagé comme dessinateur. C'est la rencontre avec Charles James qui a tout bousculé, qui a fait que Jean Rondeau a pu trouver aussi les finances pour le projet. Charles James a quand même été essentiel dans l'histoire de Jean Rondeau. Puisque s'il n'y avait pas eu une Altera au départ, je pense que ça aurait été très compliqué de pouvoir monter l'écurie et ensuite d'avoir le parcours que l'écurie a pu avoir pour aller jusqu'à la victoire aux 24 heures. Vous ne vous connaissiez pas avant ce projet Rondeau? Non, en fait, moi je devais être quasiment le seul pur Sartois, parce que tout le monde vient un peu de l'extérieur. Donc moi j'avais ouvert la porte de l'agence intérimaire qui recrutait. Et bon, on m'a donné une mission. Moi, j'avais déjà travaillé avant, parce que j'étais le plus ancien de l'équipe. Et on me confie cette mission de construire une voiture de course que j'ai pris plus ou moins à la légère. Je dis, bon, une mission de plus, mais bon. Sauf que quand on voit arriver dans nos ateliers plus que modestes des pilotes comme Pescarolo, Beltoise, Josso, Christine, on se dit, ça doit quand même être sérieux. Il faut quand même ne pas les décevoir. C'était où? C'était rue Hoche, au Mans, en plein centre-ville. Et ça, les voisins doivent s'en rappeler d'ailleurs, parce que quand il était l'heure de mettre le moteur en route, ici il était 3h du matin, on le mettait en route, c'était pas un problème. Il y avait, j'imagine, un esprit très familial dans cette écurie, dans ce projet. Aujourd'hui, on voit comment ça se passe dans les grandes écuries, avec beaucoup de professionnalisme, énormément d'informatique, beaucoup de personnel. J'imagine qu'à votre époque, ça ne devait pas du tout être la même chose. Moi, je pense que c'était, vous dites familial, c'était presque un sacerdoce quand même, ce qu'on avait engagé. Monacal. Monacal. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait qu'on a pu, en quelques mois, parce qu'il faut quand même penser que l'aventure démarre en décembre 75 et que les voitures sont alignées quand même au départ des 24 heures du Mans, quelques mois après. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et que les voitures sont à l'arrivée. Racontez-nous un petit peu l'ambiance lorsque le projet démarre, comment c'était jusqu'aux premières belles années? C'est difficile à expliquer et à concevoir à l'époque actuelle parce qu'il n'y avait pas de briefing, pas de rétro-planning. Chacun avançait dans sa direction. Aussi, c'est qu'on peut dire qu'on ramait tous dans le même sens, ça c'est certain, mais on allait au plus court.
Il n'y avait pas de, on n'allait pas dans les détails, on allait au plus court et au plus efficace. Des fois, les contacts étaient un peu rugueux parce que on était jeunes et en plus un peu sous pression. Donc, mais ça, on n'en garde que des bons souvenirs, je pense. Je pense bien sûr, ça c'est unanime. refléter, et on se revoit. On s'est perdu de vue des fois pendant plus de 10 ans, 15 ans, parce que chacun a fait sa vie professionnelle et familiale. Et quand on se retrouve, c'est comme si on s'était quitté la veille. Et on a toujours autant de plaisir. Il y a eu ce déménagement aussi à Champagné, parce qu'en ce moment, il y a une exposition du côté de Champagné avec une voiture qui a été placée à l'extérieur, justement. On va le voir dans un instant. Ça vous fait plaisir, ça, qu'on mette à l'honneur, justement, Jean Rondeau et toute l'équipe autour de Jean Rondeau? Oui, ça c'est certain, parce qu'on le réclame depuis longtemps. Même au niveau de la CO, on l'a réclamé, on le réclame encore. Et là, cette année, j'avoue que on est ressorti un peu de là où on était. Oui, on était vraiment, on était perdu de vue. Et là, je pense que pour le centenaire, je pense que là, il y a eu des efforts de fait. Et c'est vrai que ça nous fait plaisir. Pardon. Oui, ça le méritait. En fait, pour faire court, Jean Rondeau vivait que pour sa voiture. Ouais. Le jour, la nuit, il en rêvait. Et moi, je dis toujours, il en rêvait et nous, on l'a fait, quoi. On va peut-être la voir, justement, cette fameuse image de cette voiture, notamment. Donc, vous avez travaillé, ça représente combien d'heures de travail, ça, à l'époque, messieurs? J'ai compté. Il y a eu une année où je me suis amusé à compter mes heures, comme ça. Au mois de mai, j'avais fait 365 heures dans le mois de mai. Alors, imaginez dans quel état on abordait les 24 heures du Mans, dans quel état de fatigue on abordait les 24 heures du Mans. En fait, on travaillait, à partir du moment où on a eu la mission de construire des véhicules pour participer aux 24 heures, la mission, c'était d'amener les voitures sur la piste, puisque ce qu'on dit toujours, la course n'attend pas. Si vous êtes là à l'heure, vous partez. Si vous n'êtes pas là, la course partira sans vous. Donc on n'avait qu'un but, c'était d'amener les voitures sur la grille pour pouvoir partir. Et les quelques mois qui nous avaient été attribués pour construire les voitures, on n'avait pas de temps à perdre pour pouvoir construire les voitures et les amener sur la grille de départ des 24 heures. Et puis la consécration, c'est en 1980. Lorsque Jean Rondeau s'impose avec cette voiture numéro 16. Vous avez d'ailleurs amené une miniature. Donc ça, c'est la voiture de l'époque, 1980, en miniature, bien évidemment. Là aussi, ça doit rappeler quelques souvenirs. Oui, effectivement. Quoique personnellement, je n'étais pas sur la 16, j'étais sur la 17, sur la Belga, celle qui a terminé 3e quand même. Donc c'était des bons souvenirs avec des pilotes qui étaient très, très sympathiques et très, très bons. Et il y avait aussi le chef de... Gordon Spice était venu avec aussi un team manager anglais, Keith Green, qui était aussi très, très compétent. Vous étiez, vous, sur la 16 ? J'étais également avec Hubert sur celle qui a fini 3e, mais on était quand même premier, parce qu'on était premier, elle était engagée en GTP. Oui, c'est ça. Donc dans notre catégorie, on était quand même les premiers. C'est l'équipe qui gagne. Oui, en fait, de toute façon, il n'y avait pas de différence. Comment expliquer aujourd'hui que Jean Rondeau résonne autant dans la tête des Sartois? On parle Jean Rondeau et quasiment tout le monde en Sarthe connaît Jean Rondeau, connaît l'épopée. Comment vous expliquez ce phénomène? Comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire c'est quand même le seul pilote constructeur, et en plus sartois, qui a gagné les 24 heures du Mans. Donc c'est quand même unique dans l'histoire des 24 heures. Ça s'est produit. Je ne pense pas que maintenant, dans les conditions actuelles de course, avec l'évolution des technologies et comme les teams sont structurés, ça pourra se reproduire dans l'histoire des 24 heures. Pour conclure, messieurs, est-ce que vous voulez rajouter un mot sur le projet que vous avez vécu, la passion que vous avez autour de l'automobile, et si vous avez un souvenir, une anecdote autour de cette épopée Rondeau? Moi, j'ai un souvenir qui concerne Jean-Phi et moi, pour expliquer un peu dans quelles conditions de fatigue on travaillait.
Un soir, on a pris la décision de s'accorder un petit moment de liberté. On était parti faire un tour en discothèque. On n'en avait pas assez de nos journées. Et en rentrant, on s'est remis au travail. Parce qu'on ne va pas se coucher en revenant de la discothèque, on va au travail. Moi, au petit matin, mes soudures n'étaient pas tout à fait ce qu'il fallait. Donc je dis, bon, je vais voir Jean-Philippe au fond, au polyester. Et Jean-Philippe dormait sous la carrosserie. Il était accroché au pinceau parce que la résine avait polymérisé pendant ce temps-là. Je dis, bon, on laisse tomber. On va faire un tour à la piscine. On va se requinquer un peu. Et on est revenu travailler après. Belle anecdote, effectivement. Merci beaucoup, messieurs, d'être revenus sur cette fabuleuse épopée Jean Rondeau. N'hésitez pas, chers téléspectateurs, si vous voulez en savoir plus, et bien sûr sur ce pilote constructeur et sur tout son équipage de l'époque, eh bien, vous renseignez sur Internet. Il y a plein de beaux films qui ont été réalisés sur Jean Rondeau. Faites-vous plaisir. Merci encore, messieurs. On se dirige vers Arnage. Nous, avec bien, Arnage dans la course, un des nombreux événements qui contournent cette course des 24 heures du Mans, et notamment un angle sur Élodie Rosier, petite fille de Louis Rosier, vainqueur des 24 heures du Mans 1950 en solitaire, puisque son fils Jean-Louis Rosier a pris le volant lors des 50 dernières minutes seulement de la course. Amanda Scott avec Samuel Morand. Je suis arrivée à Arnage, je suis avec Bruno Charlot. Bonjour Bruno, ça va bien? Oui, très très bien. Alors Arnage, évidemment, c'est un virage mythique du circuit des 24 heures. Ça parle à pas mal de monde, mais ils ne savent pas nécessairement ce que c'est que le virage d'Arnage. Donc, je vous explique en 2 mots. Alors, on a décidé de faire le virage, comme tout le monde sait aujourd'hui, c'est les centenaires des 24 heures du Mans. Et donc, nous sommes sur la commune d'Arnage. Et le virage d'Arnage, c'est le seul virage qui n'a pas été modifié depuis 1923. Donc, on a voulu célébrer les 24 heures du Mans, le virage d'Arnage, comme les 24 heures du Mans, les 100 dernières années. Donc, c'est pour ça qu'on a mis toutes sortes de voitures. Combien y en a-t-il de voitures? Alors là, sur le virage d'Arnage, il y en a 5 qui représentent à peu près toutes les années. C'est-à-dire la première qui date de 1923 et on monte jusqu'à des voitures de 1966. On aurait pu mettre des voitures comme plus récentes, mais on n'a plus de place. Donc le virage est complet. Donc le programme de la journée, si vous le souhaitez, c'est à partir de 12h30, on fait un défilé dans le centre-ville qui va représenter à peu près une quarantaine de motos et 80 voitures qui font 3 tours dans le centre-ville. Après, il y a un apéritif pour remercier tous les collectionneurs et aussi tous les partenaires qui nous aident à fabriquer ça. Combien de partenaires au global? On a une vingtaine de partenaires. Et puis après, on a donc le repas. On a décidé de faire cette année un repas 24 heures puisque ça sera frites saucisses. Et après, l'après-midi, il y a un concert d'une jeune femme, un jeune artiste qui vient avec son piano et qui va faire un concert d'1 heure à peu près. Et en fin de journée, c'est-à-dire vers 16h30, on présente un défilé intimiste à l'intérieur. C'est le moment le plus, je dirais, le plus grand en termes d'émotion. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens se mettent tout autour, il y a à peu près 2000 personnes, et les voitures vont descendre tout doucement à travers les gens. À travers les gens, avec une super musique. Ah mais c'est fantastique, et donc on est plongé dans un univers complet. Et il y a combien de voitures pendant ce défilé du coup? Alors là, il y en aura peut-être une vingtaine ou une trentaine, mais il y a de l'émotion, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pilotes, il n'y a plus d'organisateurs. C'est un moment pour les gens, voilà. C'est un moment dédié aux gens. Ça devient que de l'humanité. Voilà. C'est ce qui vous a donné envie de dessiner. Il paraît que c'est vous qui avez dessiné cette voiture. Le projet, c'est moi, oui, c'est-à-dire, mais je me suis fait aider. Parce qu'il y a aussi le directeur technique qui a profité de l'occasion. Qui s'installe dans la voiture donc. Voilà. Et puis à côté, j'ai demandé aussi, parce que malheureusement j'ai eu un accident, donc je pouvais plus, j'étais bloqué pendant 2 semaines. Et donc c'est une jeune artiste. Qui s'appelle? Elle s'appelle Natacha, qui nous a fait commencer la peinture, qui nous a fini la peinture sur la voiture. D'Arnage donc, l'artiste. L'artiste, non, elle est du Mans. Ah mais quand même, il faut le dire. Ah, voilà. Donc Natacha Dumont qui vous a aidé à finir cette belle voiture. Voilà, c'est ça. Un Belge, je sais pas, mais ça fait plaisir aux gens, donc c'est pour ça qu'on avait décidé de réaliser ça. Bon bah c'est fantastique. Il faut savoir qu'on a mis cette voiture parce que c'est celle qui a gagné en 1950. Ah bah voilà, mais c'est ça qu'il faut expliquer Bruno, enfin. Et c'est en plus, c'est Louis Rosier qui a couru 22 heures dessus. Et vous avez un stand où là-bas... Qui lui est entièrement dédié? Oui, parce que c'est sa petite fille qui est là. Aujourd'hui? Oui. Mais quelle chance! Alors, là, elle s'appelle comment la petite fille? Elle s'appelle Élodie Rosier. Et elle perpétue la tradition. Voilà, c'est ça.
Et n'hésitez pas à aller la voir, elle serait ravie de vous rencontrer. Fantastique. Merci Bruno, c'est top. J'espère que C'est c'était top. Mais c'est génial, les gens sont contents, il y a du monde, donc c'est formidable. Merci, allez, bonne journée. Génial. Je suis avec Élodie, qui est la petite fille de Louis Rosière. Élodie, pourquoi vous avez tenu à être là pour perpétuer quelque chose par rapport à votre grand-père? Oui, mon but c'est de perpétuer la mémoire de mon grand-père puisque j'ai un projet de musée qui sera en Auvergne puisque Louis Rosier était de Clermont-Ferrand. Et aujourd'hui je suis aussi là à Arnage parce que Louis Rosier fait partie des gagnants des 24 heures du Mans. Il a gagné en 1950. Il détient plusieurs records pour cette victoire, notamment son record de conduite puisqu'il a conduit 23 heures d'affilée. Enfin, il a laissé le volant 2 tours à son fils vers les 4h30 du matin. Et c'est aussi le seul équipage père-fils qui a gagné au Mans. Donc c'est une belle histoire familiale. Une belle fierté. Oui, c'est vrai. Bah voilà, je me serais cultivée grâce à vous, dites donc. Et puis les téléspectateurs et téléspectatrices qui sont comme moi et qui n'y connaissent absolument rien. Merci Élodie, c'est génial. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, on va maintenant prendre la direction du circuit des 24 heures du Mans et on va retrouver Aurélien Legendre. Vous savez, Aurélien qui met l'ambiance évidemment sur le circuit. On va le retrouver justement, Aurélien qui va animer toute la semaine l'une des fan zones du circuit des 24 heures du Mans. Justement, Aurélien va nous présenter l'une de ces fan zones. Allez, bienvenue chers amis au sein d'une des fan zones de ce circuit des 24 heures, la rétro fan zone avec, j'en rigole déjà, Sébastien. Ça va Sébastien? Très bien, Aurélien. Tu ne te la pètes pas, mais c'est vraiment, c'est ton personnage, c'est ça? C'est pour être dans cet esprit de rétro. Exactement, moi, c'est les lunettes qui vont bien avec l'espace et donc cet univers geek que j'essaye de reproduire sur chaque événement. Et on le voit derrière, ça va rappeler des souvenirs à tout le monde, la fameuse Game Boy qu'on va redécouvrir d'une autre manière sur le circuit des 24 heures. Ouais, tout à fait. Bon, là, c'est une pièce assez exceptionnelle. Donc, c'est la version XXL. On a sur l'espace aussi la version d'origine, ce qu'on appelait le frigo, qui est sorti en 1989, donc avec l'iconique Tetris. Et puis aussi des vieux jeux qui concernent les 24 heures du Mans. On va revivre les 24 heures à la fin des années 90-2000 sur des consoles de l'époque. Tout à fait, c'est l'expérience qu'ont souhaité les organisateurs, c'est-à-dire une partie avec les grands classiques des années 80-90, les Tetris, Space Invader, Pac-Man et autres Street Fighter, et puis une partie qui retrace donc 30 ans d'histoire de jeux vidéo de course mécanique, avec notamment 3 jeux de la franchise officielle des 24 heures du Mans sur PlayStation, PlayStation 2 et la Sega Dreamcast. Et puis il y a un petit jeu sur lequel on va aller. C'est quoi ce jeu ? Alors ça c'est le jeu Pong qui est en fait le jeu qui a lancé l'industrie du jeu vidéo en 1972, qui est le premier blockbuster de l'industrie du jeu vidéo, qui est là donc présenté dans une version revisitée, moderne, mais qui est très fidèle à la version d'origine. Donc Aurélien, je vais te laisser. Tu ne parles pas d'Amanda quand tu dis version revisitée. Pas permis, mais je sens que Amanda est prête à te défier, Aurélien, donc je t'invite à t'asseoir. On va se défier, je te laisse le micro et puis on y va. Ok, très bien. Alors c'est très simple. Allez, donc on part donc sur 2 joueurs, le bouton orange pour servir et le premier à 6 points, tout simplement. Et on tourne la molette. Voilà, premier point pour Aurélien. Ah. Attention, le Fanny n'est pas très loin. Ah, l'honneur est sauf. Balle de match pour Aurélien. Et voilà, premier set. Bravo. Hop là. Non mais il faut le dire aux gens, on est ensemble Aurélien, c'est pour ça que je suis là. C'est ça le secret. Aurélien est quelque part, c'est parce qu'on est ensemble, on est tombés amoureux, voilà. Merci beaucoup, il y a de l'amour ici dans la rétro fan zone, on en profite. C'est toute la semaine ici au sein du circuit des 24 heures, venez. Bravo à Aurélien Legendre qui a donc gagné son match face à Amanda Scott et on va essayer d'entraîner Amanda pour qu'elle revienne plus forte
Après ce premier essai donc sur ces jeux vidéo. On reste toujours dans le village du circuit. Allons faire un petit tour au stand de la région Pays de la Loire. On va y retrouver Amanda Scott avec des élèves du lycée Le Mans Sud. Le lycée Le Mans Sud, vous le savez, à côté de la piscine des Atlantides, proche de Pontlieu aussi, qu'on a vu. Pontlieu, il y a quelques jours avec ce virage à épingle. Vous savez, Pontlieu était l'un des moments marquant dans l'histoire des 24 heures du Mans avec ce circuit qui était très long, encore plus long que celui actuellement. Il faisait autour de 17 km, il me semble. Et on tournait juste avec cette épingle de Pontlieu avec un virage très serré, très dangereux. Et justement, on va revenir dans le village justement du circuit, le circuit moderne à présent, avec donc ces élèves du lycée Sud qui étaient en visite avec le stand des Pays de la Loire, avec évidemment le fameux garage école. Je suis avec Christelle Morancé, présidente du Conseil régional des Pays de la Loire. Bonjour Christelle, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Alors aujourd'hui, vous avez tenu à inviter de jeunes gens qui sont formés au lycée Le Mans Sud. Oui, tout à fait. Alors, Le Mans Sud, l'école de production et également le lycée Yourcenar. Pour moi, c'est une ambition très forte pendant les 24 heures d'inviter des jeunes de l'ensemble de nos lycées de la région pour faire vivre cette expérience extraordinaire, cette course mythique. Et puis, notamment, le matin, on a aussi une visite d'entreprise et l'après-midi, une immersion totale dans cette course emblématique et surtout cette année pour les 100 ans. Du coup, c'est une façon de les plonger aussi dans ce qui va peut-être les attendre après, puisqu'ils sont formés vraiment à l'excellence, être mécaniciens sur la Formule 1, sur de l'endurance justement. Oui, bien évidemment. Moi, vous savez, j'aime ouvrir le champ des possibles pour les jeunes. Et puis cette course, c'est aussi montrer l'excellence des métiers et donc les faire rêver et les motiver pour qu'ils poursuivent leur cursus. Parce qu'après, finalement, c'est un rayonnement pour nous, pour le Mans, mais mondial, oui. Oui, bien évidemment, en tant que présidente de région, moi je suis très fière d'avoir cette belle course qui rayonne, qui fait rayonner la ville du Mans, le département de la Sarthe et la région tout entière, j'ai envie de dire à travers le monde, et donc en faire bénéficier à la jeunesse, je pense que c'est important. Merci Madame la Présidente. Bonjour, quel est votre petit nom? Je m'appelle Édouard Meffray, je suis en terminale Bac Pro maintenance des véhicules au lycée Le Mans Sud. Et, voilà. Et donc ce lycée Le Mans Sud, ça forme les mécanos de demain pour la F1, pour les courses d'endurance. C'est à ça que vous vous prédestinez? Oui, la plupart de notre classe, oui. Moi, j'aimerais suivre un autre cursus. Qui est la défense, l'industrie de la défense et la défense. Vous êtes combien par classe? Par classe, on est une vingtaine. Et alors ça se passe comment les modules? Vous partez travailler en alternance, la formation? Soit on fait de l'alternance, soit on fait le module normal, on suit les cours avec des stages. Donc, et en quoi ça résonne pour vous les 24 heures c'est une course très importante parce qu'on retrouve, ça teste des nouvelles technologies qu'on peut retrouver sur les véhicules de demain. Donc là, du coup, tous vos camarades, eux, vraiment, ils s'imaginent travailler un jour sur le circuit des 24 heures peut-être? La plupart de mes camarades, oui. Et en plus, vous côtoyez les pilotes aussi. Il y a des pilotes qui ont été formés dans votre lycée? Oui, certains pilotes, je ne me rappelle plus des noms, mais il y en a plusieurs. Bon super, merci. Bonne 24 heures. La région qui a bien entendu tenu à fêter ce centenaire des 24 heures du Mans, fort de son engagement historique sur la course. Il y a des expositions dans de nombreuses gares de la région. Il y a même une exposition spéciale Michel Vaillant. Et oui, vous le savez, le créateur de la mythique bande dessinée est originaire de Nantes. La ville a donc tenu à lui rendre un hommage avec notamment l'actuel dessinateur de la BD.
cette année, on fête les 100 ans des 24 heures du Mans et les 100 ans de la naissance de Jean Graton. Pour nous, il fallait marquer le coup à Nantes, puisque Jean Graton est né à Nantes. Donc on en a rapidement parlé à la région des Pays de la Loire. On les a vus en particulier aux 24 heures du Mans l'année dernière. Et on s'est dit à ce moment-là qu'il fallait faire quelque chose pour cette date. Donc on a créé cet événement pour un petit peu marquer le coup. On a toutes sortes de choses. On a la voiture, on a toutes sortes d'agrandissements de dessins. C'était l'évidence. Et c'était évident de faire quelque chose ici avec Michel Vaillant. Je me sens vraiment privilégié. C'est génial, quoi. C'est plutôt chouette quand on est passionné. Voilà. Moi, je suis un passionné de sport automobile, du Mans en général. Donc, comme c'est sur notre région, c'est une initiative bien heureuse. Je suis bien content de pouvoir avoir mon exemplaire dédicacé. Qui dit 24 heures du Mans dit également département de la Sarthe, forcément le principal partenaire des 24 heures du Mans. Et figurez-vous que pour la première fois seulement, le département a décidé d'installer un stand au sein du village du circuit. On y retrouve pour l'occasion Amanda Scott avec Samuel Morand. Je suis avec Isabelle Rodriguez, fillette qui est chargée de communication au département de la Sarthe. Bonjour Isabelle, ça va bien? Bonjour, ça va, et vous? Ça va super, enfin chaudement, on va dire ça comme ça. Alors Isabelle, qu'est-ce qui a été mis en place? Quel dispositif pour faire découvrir notre département aux gens qui sont là aujourd'hui sur les 24 heures? Alors, nous avons un stand de 100 mètres carrés qu'en fait le département avait lancé en 2020 avec Sarthe Tourisme, une campagne d'attractivité touristique dans le cadre de la relance des acteurs du tourisme. Et donc là, on incite les Sartois et les visiteurs, puisqu'on a 300 000 personnes attendues sur les 24 heures pour ce centenaire, à découvrir la Sarthe ou redécouvrir la Sarthe. Donc en fait, sur ces 100 mètres carrés, on a plusieurs choses. On a des animations, une borne à selfie. Donc on peut se prendre en photo. On voit qu'on a beaucoup de gens qui viennent depuis ce matin. Attention Isabelle, ne vous cassez pas la figure. Oui. On a des photos en fait du circuit, donc on peut se prendre avec la patrouille de France en arrière-plan, avec le podium, avec la piste, etc. Photos d'époque ou photos prises de nos jours. Donc ça c'est sympa, on repart avec son petit cadeau. Ensuite on a un jeu concours. Alors d'ailleurs on a le QR code à plusieurs endroits sur le stand et on peut gagner un séjour pour 4 personnes au zoo de la Flèche. Donc en répondant juste à 2 questions. Ensuite on redécouvre la Sarthe sur des vidéos. Donc on peut s'installer comme ça, chiller sur notre transat de l'abbaye royale de l'Épau qui est aussi l'un de nos joyaux touristiques. Donc on s'installe, on regarde les films, on fait une petite pause. Oui, donc ça plonge les gens dans l'atmosphère, dans l'univers, le côté naturel, tous les atouts de la Sarthe. Ici, on retrouve des chiffres clés et puis on a également des grands habillages visuels qui nous permettent de redécouvrir la Sarthe. Par exemple, un magnifique château qui est le château du Lude, il y a des jardins somptueux. Voilà, donc avec la fête des jardiniers qui a lieu tous les ans. On a vraiment beaucoup d'atouts en Sarthe, donc on les met tous en avant. Les offices de tourisme et Sarthe Tourisme sont présents avec nous pendant toute la semaine. Donc ils présentent leur territoire et on peut repartir avec plein de... On les remercie. C'est vrai, heureusement qu'ils sont là. Ils nous aident aussi à... Belle mobilisation. À valoriser tout notre beau territoire. Et dernier point, élément d'attractivité, la Chenard et Walker. Donc en fait, c'est la jumelle de la gagnante de la première édition 1923. Et elle va faire un tour de piste samedi. Elle va partir de notre stand pendant 2 heures à peu près avec le trophée des 24 heures. Un mot pour résumer le département de la Sarthe? La Sarthe, tant de monde à explorer. Voilà, formidable. Tant de monde à explorer, c'est le maître mot. Le département de la Sarthe, acteur majeur de la course, vous l'aurez compris, et qui a donc une place aussi très importante au sein du syndicat mixte des 24 heures. Le syndicat mixte, c'est l'institution qui gère toutes les infrastructures liées de près ou de loin au circuit automobile, avec notamment les travaux sur place. Dominique Leménaire est d'ailleurs le président du syndicat mixte des 24 heures. C'est
Plus connu également sous cette fonction de président de la Sarthe. Justement, regardons cet angle de reportage sur le syndicat mixte des 24 heures du Mans. Reportage sur place avec Pascal Brulon et Betty Gresselin. Le syndicat mixte des 24 heures du Mans est né dans les années 80. Ça a été une possibilité avec les collectivités locales qui se sont associées, le département, la ville, la région, de mettre en place un moyen pour accompagner l'Automobile Club de l'Ouest qui rencontrait des difficultés à cette époque pour que la course puisse perdurer. En particulier, ce syndicat mixte a permis la construction d'une tribune, de stands du paddock qui sont toujours aujourd'hui ceux qui sont destinés à la course, mais qui ont maintenant plus d'une trentaine d'années. Le locataire de l'ACO verse un loyer qui est à peu près de 2,8 millions, 3 millions d'euros selon les années, et qui correspond au montant des investissements réalisés par le département, la région et la ville. L'Automobile Club de l'Ouest réalise également chaque année des investissements pour pouvoir assurer le circuit à un niveau qui se situe aujourd'hui dans une compétition là encore internationale, puisqu'il y a beaucoup de très beaux circuits dans le monde et il faut toujours garder un temps d'avance sur les autres. Le syndicat mixte dispose pour réaliser son activité au quotidien et ses missions de 2 agents qui sont employés directement par cette entité et également de 12 agents qui sont mis à disposition par le département. Le syndicat réalise chaque année des travaux de modernisation, de sécurisation et d'homologation du circuit. Donc cette année, en vue du centenaire, il a réalisé 3 opérations structurantes. L'aménagement de l'espace Jean Rondeau, la rénovation de la porte nord et la création de la porte sud. Chaque année, donc, le syndicat réalise des travaux de sécurisation et des travaux de mise aux normes du circuit. Nous réalisons la réfection de la couche de roulement avec des caractéristiques très spécifiques sur le circuit. Et également, nous réalisons chaque année un certain nombre de travaux. Ça peut être des reprises de bacs à gravier, ça peut être l'implantation de grillages de type FIA, des barrières pneus. Bien entendu, les travaux qui sont réalisés sur le syndicat mixte sont différents de ceux qu'on entreprend pour les routes départementales. Nous utilisons par exemple des enrobés spécifiques pour le circuit avec des caractéristiques très pointues. Par exemple, au niveau du liant bitumineux, on ajoute un agent chimique qui permet d'améliorer la résistance à la traction et à la déformation. Et également, on utilise des granulats qui sont beaucoup plus durs et qui permettent de résister au polissage. Et tout ce qui est équipement de sécurité est également différent puisqu'on met en œuvre des grillages de type FIA. LMTV toute la semaine, vous l'avez compris, au cœur du circuit automobile pendant toute la semaine. Le club ACO aussi est bien implanté dans ce circuit, évidemment. C'est le plus grand club automobile de France avec 29 087 membres, rendez-vous compte. Et pendant les 24 heures du Mans, eh bien, ces adhérents, ils sont évidemment privilégiés. Allons voir comment on est reçu justement du côté du club ACO. Je suis avec Sophie Valette, responsable événement au sein du club ACO. Ça va bien, Sophie? Très bien, merci. Il y a du monde, hein? Oui, beaucoup de monde cette année. Alors justement, les membres ACO, ça représente combien de personnes? Aujourd'hui, on a 29 000 membres dans le monde entier. Oh la vache, genre où par exemple? Des Américains, des Anglais, des Allemands, des Belges. Et beaucoup de Français, bien évidemment. J'espère bien quand même. Attends, on est chauvin un peu, non, je rigole. Alors du coup, on est où ici? Alors ici, on est à l'espace membre de la Chapelle, un réceptif dédié aux membres où ils vont pouvoir venir se reposer un petit peu. Il y a différentes animations. Ils auront également accès... Tu dis des animations, c'est-à-dire quels avantages ils ont ces membres ACO? Alors au niveau des animations, cette fois-ci, on a prévu une box photo où ils vont pouvoir venir se faire prendre en photo avec le trophée
des 24 heures, le vrai trophée. Il sera là à partir de samedi à l'espace membre. Vous n'avez pas peur qu'il soit volé, le vrai trophée? Mais on le surveille et on fait confiance aux membres. Donc là, on est dans un premier espace, mais je sais qu'il y a un deuxième espace aussi qui est dédié aux membres. Tout à fait. On attend également nos membres à l'espace Georges Durand au niveau du siège social. On a une tribune qui leur est dédiée avec une terrasse et un réceptif restauration. Mais attention, pour l'épreuve des 24 heures, la tribune elle est réservée aux détenteurs d'un billet tribune. Ah oui, donc vous faites un peu il y a vraiment des vrais privilégiés. Et malheureusement, la Chapelle, on est d'accord que vous êtes vraiment votre succès est tel que tout le monde veut être membre de l'ACO, donc là c'est complet. C'est ça, effectivement cette année c'est complet, mais par contre vous pouvez déjà préparer votre venue pour l'année prochaine et venir nous rencontrer en balade sur le circuit. On peut déjà prendre son adhésion pour l'année prochaine et préparer l'année 2024. C'est génial, bon vous avez compris, rendez-vous est pris, parce que ils sont victimes de leur succès, donc il faut préparer 2024. Merci Sophie, c'est génial, merci beaucoup. Et on va retrouver dans quelques instants justement Amanda Scott, puisque au cœur du circuit encore une fois, et plus précisément au Technopark, avait lieu aujourd'hui et hier les International Business Day. On ne vous en dit pas plus, on va regarder justement avec Amanda Scott et Samuel Morand ce qu'il se passe du côté du Technopark. Je suis avec François Lassalle. François Lassalle, bonjour, comment allez-vous? Bonjour madame, très bien, merci. Alors pour nos téléspectateurs et téléspectatrices, qu'est-ce que l'International Business Day? L'International Business Day est une convention d'affaires internationale qui a pour but de mettre en rapport des industriels français et étrangers, des secteurs des mobilités, mais aussi de l'industrie en général, sur un lieu qui est original et qui est surtout synonyme d'innovation, puisque c'est en fait le motto des journées. On est sur le circuit du Mans, qui est un vrai laboratoire à ciel ouvert. Alors en parlant d'innovation, justement, l'éco-responsabilité est au cœur des préoccupations de tous. On entend beaucoup parler d'hydrogène. De quelle manière la ville du Mans s'inscrit dans cette démarche? Alors la ville du Mans s'est inscrite très tôt dans cette démarche. On a d'ailleurs eu une conférence à ce sujet il y a à peu près une demi-heure par Fabienne Lagarde, qui est la vice-présidente de Le Mans Métropole et qui a exposé quelle était la stratégie hydrogène de la ville du Mans au travers de bennes à ordures, au travers de bus et autres véhicules, avec une station hydrogène qui est pas très loin à l'aéroport, pas très loin d'ici exactement. Et ceci a été fort intéressant. Et alors, on entend aussi parler beaucoup d'industrie circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Alors l'industrie circulaire, on parle aussi de remanufacturing, on parle de récupération, de réemploi. On a eu aussi une conférence sur ce thème. C'est la récupération de produits, et là le cas qui était cité c'était des scooters notamment par exemple, et on transforme le scooter du thermique vers l'électrique, où on fait du réemploi en remplaçant les constituants qui sont usagés, mais surtout dans un esprit de réutilisation de l'existant, mais aussi de profiter de ce saut technologique qui peut être de l'électrique ou de l'hydrogène. Alors, il y a de nombreux entrepreneurs ici aujourd'hui, notamment beaucoup de Sartois. Oui. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille à la rencontre de l'un d'entre eux. Alors, c'est Maker Shop 3D, c'est ça? Donc, ce sont des spécialistes de la 3D, ça tombe très bien. Bonjour, bonjour. À qui je m'adresse? Bonjour. Quel est votre nom? Vincent. Enchanté Vincent. Alors de quelle manière l'impression 3D révolutionne-t-elle l'industrie mécanique en fait L'industrie mécanique, l'industrie automobile. Oui. Il y a 4 axes. Ça aide premièrement à développer des concepts, une nouvelle voiture. Les designers ont besoin de faire une nouvelle pièce, ils ont besoin de se projeter sur un modèle palpable. C'est la première étape, on fait une maquette avec ça. Ensuite, quand le design est validé, on part en production. Donc il faut déjà avoir des pièces fonctionnelles qu'on peut monter sur les véhicules pour les tester. Et puis après, lorsque la pièce définitive est faite, ou sur des lignes de montage, on vient utiliser l'impression 3D pour faire plein d'outillages pour aider la production. Ça permet de générer des économies, gagner du temps. Et ça satisfait tout le monde. Voilà. Alors c'est étonnant parce qu'en fin de compte, dans l'état d'esprit des gens, l'impression 3D, c'est pas très clair en fait. On se dit l'impression c'est du papier. Donc comment c'est possible qu'on puisse créer des pièces? Comment c'est possible? Je peux donner une idée, c'est comme si on avait un pistolet à colle. On a tous utilisé un pistolet à colle et en fait c'est un pistolet à colle qui est guidé suivant des axes. Et on vient superposer des couches. C'est ce qui donne un volume. Je pourrais vous montrer une pièce, mais voilà, c'est...
Comme par exemple, alors je vous... Voilà, vous avez en fait, là on va dire que c'est comme le pistolet à colle, c'est de l'extrusion. Hop. Et je viens construire ma pièce couche par couche et c'est ce qui va donner mon volume. Voilà. Il n'y a pas de synergie entre la 2D et la 3D. Là on vient quelque part construire des couches et c'est la superposition de ces couches qui donne le volume et qui font des pièces. Bon, mais écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations, Vincent. Merci mille fois. Merci. Vous connaissez peut-être Villebrequin, ces deux jeunes garçons, véritables stars des réseaux sociaux, qui ont un petit peu créé l'émission Automoto version réseaux sociaux, version 2.0 plutôt. Ils ont également gagné le Grand Prix Explorer organisé par Squeezie, vous le savez, ce Grand Prix qui s'est déroulé sur le circuit Bugatti et qui a rassemblé de nombreux influenceurs, qui a rassemblé aussi un public très nombreux. Ce sont d'ailleurs les nouveaux présentateurs de l'émission Top Gear France, Villebrequin donc, et Amanda Scott a pu les rencontrer, regardez. Ils ont une chaîne sur YouTube qui s'appelle Villebrequin. Ils font des millions de vues à chaque fois qu'ils postent une vidéo. Ils sont pleins de bienveillance, d'humanité et ils sont passionnés de bagnole. On a la chance de vous avoir aujourd'hui. Les 24 heures, ça représente quoi pour vous? Un temps très long, de 24 heures. Des coups de soleil. Des coups de soleil, beaucoup d'eau à boire, ainsi que beaucoup d'hospitalité. Il est vrai. On a la chance d'être un peu invité par Peugeot et la CO. Donc c'est un peu chouette, on a accès à plein de petits virages chouettes à regarder. Donc c'est plutôt cool, on est content d'être là. Et concrètement, il y a un team qui vous plaît plus qu'un autre? Il y a Team Villebrequin, évidemment, la Villebrequin Racing Team, puisqu'on va rouler aujourd'hui. On est mercredi 7, donc on va pas rouler dans la course malheureusement. Mais la CO nous a permis de rouler 2 sessions de 20 minutes avec notre multiplat. Et ça juste avant les qualifs, donc on n'a pas du tout la pression parce que si on se plante dans un bac à gravier, les qualifs seront décalés. Voilà, donc ce sera de notre faute, sachez-le. À l'avance, c'est notre faute, c'est nous. Si c'est décalé, c'est à cause de nous. C'est Pierre Fillon en personne qui va nous mettre une manchette en fait. Genre il arrive, il nous met au sol, il nous fait une clé de bras et on est mort. Bah, merci, c'est génial, c'est cool. Il est maintenant l'heure de jeter un œil dans le rétroviseur. Vous le savez, du 1er juin au 2 juillet, eh bien, le musée des 24 heures du Mans accueille 86 voitures ayant participé à cette mythique course automobile et même 65 modèles de voitures qui ont gagné les 24 heures du Mans. Avec Bruno Vandestick, la voix des 24 heures du Mans, bible évidemment de l'endurance, du sport automobile au Mans, eh bien, il va nous narrer les plus grands exploits de ces voitures. Voici le 4e et dernier numéro de Fragments de l'exposition de Rondeau, justement, on en a parlé il y a quelques instants, à la suprématie d'Audi. Bruno Vandestick avec Basile Giraudet. La grande exposition au musée des 24 heures du Mans proposée à l'occasion de la célébration du centenaire de la création de cette course nous offre le parcours d'un couloir du temps exceptionnel. Et ce couloir, nous allons l'emprunter ensemble. L'année de départ, c'est 1980. L'exploit Jean Rondeau, avec la M379, gagne la course. Il est jusqu'à présent le seul pilote né au Mans à avoir gagné la course des 24 heures du Mans avec sa propre voiture conçue du côté de Champagné. Jean-Pierre Josso l'accompagnait. Et puis à partir de 1981, le parfum de la victoire revient chez Porsche. Le parfum, référence évidemment à ce sponsor qui accompagnait la 936 qui gagne en 1980 avec Jack Hicks et Derek Bell. Et puis ensuite, l'arrivée de l'ère Groupe C avec une voiture également iconique, la Porsche 956-962C. Si ce n'est pas la maison de mère qui gagne, c'est le Just Racing avec notamment un certain Henri Pescarolo et Klaus Ludwig en 1984. Et puis effectivement, les Porsche gagnent parmi les pilotes Derek Bell, Hans Stuck,
Al Albert. Il faudra attendre 1988 pour retrouver une marque anglaise, Renault avec la victoire au Mans et évidemment Jaguar avec la XJR9 qui est là, de Ian Hammers, de Johnny Dumfries et de Andy Wallace. Voiture qui avait un moteur V12 exceptionnel. En termes de sonorité, elle était bien aussi, hein, la Mazda de 1991 qui gagne avec ce moteur rotatif. C'est la seule voiture à avoir un moteur rotatif, à avoir gagné le Mans. Longtemps, elle est restée avec son moteur rotatif. La seule marque japonaise à gagner le Mans, avant évidemment Toyota. Et puis le début des années 90 aussi marqué par les victoires des Peugeot 905 à la tête de Peugeot Sport à ce moment-là, un certain Jean Todt. Une GT gagne en 1995. La McLaren F1 GTR avec son moteur V12 BMW. Et un certain Yannick Delmas qui est de l'aventure, qui avait également gagné en 1992 avec Peugeot. Porsche Renault avec la victoire, avec la GT1 notamment en 1998. L'année d'avant, 1997, c'est cette voiture-ci avec Michele Alboreto, Stefan Johansson et un certain Tom Christensen qui gagne. Michele Alboreto, évidemment le pilote de Formule 1, et Tom Christensen, c'est la première de ses 9 victoires. Il est le recordman du nombre de victoires à son palmarès. 1999, une année aussi exceptionnelle, avec de nouveau la victoire d'un Français avec Pierluigi Martini, Joachim Winkelhock. Ouais, c'est Yannick Delmas. BMW reviendra officiellement au 24 heures du Mans 2024. Et là, appréciez ce qui va suivre. Pour la première fois, se trouvent réunis ici au Mans les 13 Audi gagnantes. On commence évidemment avec l'essence, on termine par le diesel, le TDI hybride. Et effectivement, la première de ces victoires avec Franck Biella, Tom Christensen, Emmanuel Pirot en 2000. Et on va continuer comme ça avec cette formidable machine à gagner de Audi. Tom Christensen va monter son compteur de victoires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il égale Jack X et il poursuit. 7, 8, 9 victoires. Même en 2003, Tom Christensen est dans la bonne, autrement dit la Bentley numéro 8 qui gagne l'édition 2003 des 24 heures du Mans, 20 ans avant cette édition du centenaire. Et puis donc arrive ensuite l'épopée des Audi à moteur diesel avec les victoires notamment d'Emmanuel Pirot, d'Alan McNish, encore de Tom Christensen ou encore de Loïc Duval. Peugeot a l'audace de venir défier Audi au Mans et gagne avec la 908 HD IFAP à l'arrivée de l'édition 2009. Parmi les pilotes, tiens, un certain David Brabham, ce qui n'est pas sans rappeler Geoff Brabham qui avait gagné avec la 905 en 93 et Alexander Wurz aussi. Audi encore avant ensuite de voir Porsche gagner de nouveau le Mans, 3 victoires consécutives avec la 919 et ensuite Toyota. La suite s'écrira à l'occasion de l'édition du centenaire. Connaissez-vous le géocaching? Le géocaching, c'est une activité de plein air, donc consistant à retrouver dans la nature, à l'aide d'un GPS ou d'un smartphone, des boîtes cachées par d'autres personnes. Et il y a justement des personnes qui ont eu une idée de retracer l'ancien parcours, l'ancien circuit des 24 heures du Mans en faisant du géocaching. On regarde ça tout de suite avec Pascal Brulon et Étienne Gauthier. La communauté de communes du Sud-Est Manceau est une terre de géocaching. On a lancé le géocaching sur la commune de Saint-Marc-d'Outillier en premier, concernant un personnage historique qui s'appelle Gaston Chevreau. On en a développé un deuxième circuit sur la commune de Parigny-l'Évêque concernant la famille Crappé. On va continuer à développer ces circuits de géocaching sur l'ensemble des communes du Sud-Est Manceau. Mais là, cette année, c'était l'occasion pour nous d'ouvrir un nouveau circuit de géocaching sur le thème du centenaire des 24 heures du Mans. C'était une évidence puisque l'ancien circuit des 24 heures du Mans passait par 3 communes du Sud-Est Manceau qui sont changées, Parigny-l'Évêque et Saint-Marc-d'Outillier. En partant du principe que le circuit de la Sarthe était passé sur le territoire, on a commencé à travailler sur le site de la Bibliothèque nationale de France pour collecter toute la presse et les photos qui avaient pu être faites à l'époque. Nos recherches nous ont emmenés en fait vers les 2 grands journaux de l'époque, les 2 grands journaux sportifs qui étaient l'Auto et La Vie au Grand Air, un hebdomadaire. On a collecté en fait une 50aine de journaux sur 3 ans pour arriver à ça. On s'est aussi beaucoup basé sur les photos d'archives et donc en fait on est reparti dans l'idée de retrouver l'endroit où avait été prise la photo
pour mettre la cache à peu près et laisser le même panorama pour pouvoir mettre en visu la photo d'il y a 100 ans et les bâtiments d'aujourd'hui. Nous avons découpé en fait 8 étapes. Donc il y en a qui ont été très faciles, qui se sont imposées parce que sur place, il y a une trace physique qui raconte elle-même une histoire. Et puis on a pris les 8 communes traversées en fait par la course à l'époque et on a dispatché nos petites anecdotes sur les différentes étapes. Pendant 6 mois, on a mis ça bout à bout pour raconter une vraie histoire en fait de cette course qui a duré 3 ans, qui a été interrompue par la Première Guerre mondiale et qui en fait a lancé la dynamique de l'ACO pour arriver aux 24 heures du Mans 10 ans plus tard. On a été très surprise par la préparation technique de l'époque. Ça a été un des grands facteurs de choix d'ailleurs pour l'emplacement de la course. La Sarthe est en compétition avec d'autres départements. Et en fait, ils ont vraiment mis le paquet sur l'aspect sécuritaire de la course. Il y a eu des kilomètres et des kilomètres de barrières pour protéger le circuit. Les gradins ont changé plusieurs fois de place pour assurer la plus grande sécurité possible aux spectateurs. On a chaulé les routes, ça a été des kilos et des kilos de chaux qui ont été déversés sur la route. C'était vraiment un dispositif très impressionnant et aussi par rapport au nombre de gendarmes et de militaires déployés, il y a eu un train affecté à l'armée pour venir encadrer les courses de cette époque. J'ai travaillé avec Cécile Hervé-Boscolo, la responsable du service communication tourisme du Sud-Est Manceau. Et de base, on n'était pas spécialement attiré par la course automobile. Et en fait, de se plonger dans ces archives, je pense qu'on est aujourd'hui plus calé que certains passionnés sur les modèles de 1911-1912, les marques qui ont aujourd'hui quasiment toutes disparu. Et surtout, je reconnais les champions en photo et ça, c'est pas gagné à tout le monde. On pourrait se mettre à faire des conférences. On peut géocacher de 2 manières en Sud-Est Manceau. Si on n'a pas l'application géocaching, on peut utiliser nos supports papier qui sont disponibles soit en version PDF sur notre site internet, soit aller en mairie, dans les offices de tourisme ou dans les commerces, récupérer une plaquette. On utilise un GPS type GPS de voiture ou application téléphone classique GPS. On rentre les coordonnées qui sont écrites sur le dépliant et on se rend sur ces coordonnées pour chercher la boîte qu'on appelle une cache. Sinon, on peut utiliser l'application géocaching en version gratuite et on trouvera toutes nos caches en tapant leur nom dans le champ de recherche. Ensuite, on trouve la cache. On doit écrire son nom dans le petit carnet qui est à l'intérieur, qu'on appelle un logbook, pour signaler qu'on est passé par là, qu'on est bienvenu. Si on a l'application, on indique sa visite sur l'application. Et au passage, on en profite pour décrypter l'énigme qui est écrite sur cette cache, qui va permettre de gagner un chiffre. Et si on fait les 7 étapes, on obtient les 7 chiffres qui permettent de décrypter les coordonnées de la cache finale. C'est un peu comme une chasse au trésor, un peu comme Fort Boyard. Si on trouve la cache finale, on a un petit cadeau en souvenir à collectionner sur toutes les caches du Sud-Est Manceau. Le circuit qu'on promeut actuellement, il fait 54 km. Donc si vous êtes courageux, vous pouvez le faire à vélo, sans problème. Après, sinon, la voiture, ça fonctionne aussi. Vous pouvez aussi décider de le faire en plusieurs fois. Les caches sont pérennes, donc vous pouvez faire au cours d'une balade une cache et puis revenir au cours d'une autre balade sur une autre cache. C'est vous qui choisissez votre manière de jouer. Notre volonté, c'est de faire des circuits familiaux, accessibles à tous. Donc c'est de la balade touristique. Le but, c'est pas de passer des heures à chercher, c'est plutôt de s'amuser et d'apprendre des choses. On vise surtout 2 types de clientèle. Les locaux qui ont envie d'en apprendre plus sur l'histoire de leur département, de leur commune. Et puis des touristes de passage qui, eux, ont envie de sortir peut-être du circuit pour lequel ils sont venus et puis de voir ce qui peut se faire ailleurs en Sarthe. Bonne chance! Damien Pichereau, ce nom vous rappelle peut-être quelque chose. Effectivement, il s'agit de l'ancien député sartois, un véritable passionné d'automobile et qui s'est reconverti aujourd'hui dans le rétrofit. Alors, qu'est-ce que c'est que le rétrofit ? Eh bien, c'est une opération mécanique qui consiste à remplacer le moteur essence ou diesel d'une voiture avec une batterie. Pascal Brulon a justement essayé l'un de ces modèles et il a été conquis. Mobilities, notre société, a eu la chance de prêter un bus rétrofité pour ce centenaire des 24 heures du Mans. On va transporter une partie des 300 000 spectateurs dans un bus blanc et vert Mercedes que vous pourrez voir aux abords du circuit.
Rad Mobilities fait la voiture ancienne, l'utilitaire, et puis le bus à côté qu'on développe également, puisque c'est 2 fois moins cher qu'un bus électrique neuf. Quoi de mieux que la Porsche 912 et la marque Porsche qui a rayonné au Mans pour venir ici et faire différents événements. J'étais lundi à Neuville, mardi à Ruaudin, jeudi à Arnage. Cette Porsche elle est sortie en 1965, c'est une 912, donc c'est un 4 cylindres qui faisait 90 chevaux et aujourd'hui en fait on conserve la même puissance que le véhicule d'origine, on conserve le même poids aussi que le véhicule d'origine qui doit être aux alentours d'une tonne 2 environ et on a maintenant une autonomie de 180 km, ce qui parfois pour les gens peuvent paraître peu mais on est sur une voiture ancienne, donc en fait une voiture ancienne comme celle-ci, quand on a fait 180 km dans un véhicule qui est un petit peu tape-cul, on est assez heureux de s'arrêter pour recharger finalement. On a déjà des propriétaires qui ont fait le choix de rétrofiter leur véhicule, souvent des gens qui ont 2-3 voitures et qui ont une 912 qui la connaissent bien et qui savent que le moteur c'est pas ce qu'il y a de mieux sur cette voiture et qui du coup font le choix de l'électrifier et ils seront livrés en fin d'année prochaine. On est aux alentours de 35 000 €. Après sur d'autres véhicules, je prends par exemple l'exemple d'une Fiat 500, pour moins de 15 000 €, on peut le faire, dans certains cas pour 5-6 000 €, on arrive à le faire. Et tant qu'on est dans l'électrique, vous le savez, une des grandes préoccupations de l'ère actuelle dans le secteur automobile, eh bien, il y a aussi une fantastique idée, celle de Gérard Bollé, arrière-petit-fils d'Amédée Bollé, qui a été de reproduire eh bien, une réplique moderne de la mythique Mancelle de 1878. La Mancelle de 1878 était propulsée, elle, par la vapeur. Et la e-Mancelle de 2020 est propulsée par une motorisation électrique. Reportage avec Pascal Brulon et Étienne Gauthier. L'inconvénient de l'obéissante était très lourd. Et Amédée Bollé souhaitait faire une voiture plus légère. L'exposition de 1878 approchait, on était très près, donc il s'est mis à travailler chez lui. Il a mis des planches de bois sur le mur ou sur le sol. Et avec l'aide de ses fils et de sa femme, il dessinait tous les soirs, après son travail dans la fonderie, la Mancelle à l'échelle 1. Et tous les matins, après avoir dessiné le soir et la nuit, il emmenait ses dessins à des entreprises locales pour faire les pièces. Ah bah, nous, on a mis 3 ans. En 3 mois, la voiture a été construite. La Mancelle, c'est vraiment la grand-mère des voitures actuelles, puisque la répartition des masses, le moteur à l'avant, l'énergie à l'arrière, les passagers au milieu, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans les voitures contemporaines. La famille Bollé, pendant 75 ans, a fait rayonner la ville du Mans et a beaucoup amélioré sur l'aspect technique. Parce qu'avant c'était une machine à vapeur, l'obéissante est devenue une automobile. Amédée Bollé a baptisé la voiture la Mancelle parce qu'il avait été bien accueilli par les Manceaux et il voulait marquer l'histoire avec le nom d'une voiture. L'aventure, c'est que Gérard Bollé a assisté à une conférence débat et en fin de réunion, il nous a sorti l'idée de dire et pourquoi ne pas faire la Mancelle, en employant des nouvelles technologies, de l'électricité, en associant la formation et les jeunes. Nous n'avions pas de relation, nous n'avions pas d'argent et on était des novices pour faire quelque chose. Il nous a fallu dans un premier temps faire des démarches auprès d'entreprises qui avaient un potentiel pour pouvoir nous aider. Les établissements de l'éducation nationale, c'est-à-dire les lycées, en particulier le lycée Sud, le lycée Funet, le lycée Claude Chac qui est à Ardèche, et puis l'IUT. Chef de département de l'IUT venait de recevoir un nouvel outil. Il a été à Compiègne, il a scanné la voiture, les scans donnent des nuages de points. J'ai contacté le PDG de Dassault Systèmes en France. Et pendant 4 ans, Dassault Systèmes nous a fourni 2 systèmes qui permettaient à nos jeunes de travailler et développer les plans. Beta Epsilon avec Michel Lecomte, Alain Dulard qui était le directeur technique du bureau d'études, a fait le rôle de manager pour les jeunes et les guider dans tout le projet. Aujourd'hui, si on voulait, on lance la Mancelle en série sans aucun problème. C'est un véhicule à l'origine à vapeur avec un moteur 2 cylindres
donc qui fonctionne avec ce qu'on veut, du bois, du charbon, du moment que ça brûle et qu'on fasse chauffer de l'eau, ça fait avancer le véhicule. C'est un véhicule qui va quand même à 42 km/h de pointe, ce qui est beaucoup pour l'époque, on est en 1878. Donc un moteur qui développe 10 chevaux, des chevaux à vapeur. Et donc il se conduit et qui nécessite une autre personne qu'on appelle le chauffeur qui lui fournit l'énergie pour pouvoir avancer, donc pour entretenir le feu, pour faire la vapeur. Il y a le volant de direction et le volant pour freiner. Il n'y avait pas de pédale à l'époque, c'était un levier pour la vapeur. Il n'y avait pas du tout de pédalier. C'était tout à la main avec des leviers à droite et à gauche. Sur la banquette, j'ai l'eau qui va être chauffée, donc le réservoir d'eau. Et puis à l'arrière, donc la chaudière qui va transformer cette eau en vapeur. La direction donc à double pivot qu'on retrouve déjà sur l'obéissante, qui est une conception Bollé et qui va un peu révolutionner l'automobile. On va trouver en dessous le moteur 2 cylindres. Ensuite, il va être relié directement au différentiel arrière qui entraîne les roues motrices qui sont à l'arrière. Donc sur un châssis suspendu complètement à l'avant, donc suspension indépendante et avec un essieu rigide à l'arrière. C'était à peu près une demi-heure pour la mettre en route et ensuite que la vapeur monte et puis qu'on puisse démarrer réellement et rouler avec. Ici on est avec un système électrique, donc à la place de l'eau on a mis la batterie de traction. Devant on a tout ce qui est lié au pédalier, parce qu'on a un pédalier cette fois-ci à l'identique d'un véhicule avec un frein, un accélérateur, un frein de parking. Ensuite, on a placé à l'arrière donc un moteur électrique qui entraîne le même système qu'à l'époque de la transmission des roues, c'est-à-dire que la grosse chaîne que vous voyez derrière, c'est à l'identique. Et puis tout le système de gestion électrique qui se trouve dans la chaudière. Les freins qui sont bien cachés pour pas qu'on voit qu'elle a des vrais freins. On est sur 10 chevaux, un petit peu plus 12 chevaux, c'est-à-dire un peu plus que la vapeur qui était à peu près 10 chevaux. Les 24 heures du Mans sont partout actuellement, que ce soit du côté de Saint-Saturnin, d'Arnage, de Mulsanne, de Ruaudin et même en Italie. Et oui, du côté de Modène où se trouve l'usine Ferrari et également le musée, eh bien, on a fait une expo spéciale centenaire des 24 heures du Mans avec les voitures Ferrari qui ont gagné les 24 heures du Mans et ce de 1960 à 1965. Les 24 heures de Mans, vous l'aurez remarqué, s'exportent dans le monde entier. On parle de nous partout. Et c'est une très bonne nouvelle, évidemment, pour la ville et le département. C'est au tour du portrait passion. Cette fois, on s'intéresse à Hervé Thirault. Il s'agit d'un collectionneur automobile que nous avons rencontré lors des 5 litres du Mans. Passionné de voitures anciennes, il est aussi admiratif de la qualité technique des pilotes. Rencontre avec un Sartois qui attend avec beaucoup d'impatience les courses des 24 heures du Mans ce week-end. Les 24 heures, c'est un moment à part, comme hors du temps. Une semaine enchantée, notamment pour les passionnés. J'étais tout petit quand je commençais, je devais avoir 7-8 ans quand je commençais à aller aux 24 heures, donc ça fait un peu plus de 50 ans. Et donc tous les ans, c'est la même magie, quoi. Au moment où les voitures s'élancent, c'est toujours un petit frisson, quoi. On imagine les pilotes et donc c'est quelque chose d'intense. Hervé Thirault est un passionné d'automobile. À l'occasion de la course des 5 litres au Mans, il a fait sensation dans sa Citroën Trèfle qui date de 1926. Ce qui le fascine, lui, c'est l'habileté des pilotes. Je suis admiratif du pilotage et puis de l'intensité qu'il y a, notamment quand on voit les caméras embarquées, c'est quelque chose de formidable, quoi. Et la concentration qu'il faut et quand ils doublent les relais pour certains, je trouve que c'est assez formidable de pouvoir maîtriser ces autos à ces vitesses, quoi. Mon souvenir marquant, c'est peut-être la Rébellion qui, après le Dunlop, perd une roue dans la descente des S de la Forêt, quoi. J'étais dans les S de la Forêt, juste à l'endroit où le pilote Rébellion perd sa roue. Le pilote a très très bien géré la chose. La roue est partie dans le bac à gravier. Le pilote ramène la voiture, ce qui est très très beau, sur 3 roues. Et au stand, eh bien, ils remettent une roue rapidement, ils réparent la voiture et elle retourne en course presque quelques minutes après, quoi. Et si un pilote force son admiration, ce n'est pas n'importe lequel.
Pescarolo, bien sûr, c'est un moment, c'est quand même un grand monsieur de la course automobile, quoi. Surtout, il y a maintenant des années, Hervé pouvait approcher ses idoles. De tous ses souvenirs de 24 heures, ceux de sa jeunesse ressurgissent. Ce que je me souviens enfant, c'est la proximité par rapport aux voitures, quoi. Alors que maintenant, on est derrière les grillages, on est assez loin. Là, j'avais l'occasion de pouvoir aller jusque dans les stands. Et c'était magique de voir ces gens en bord de piste, d'être en bord de piste pour regarder les autos, pour les voir arriver dans le stand. Alors que maintenant, on a un peu perdu cette magie. Mais bon, pour la sécurité, c'est bien, quoi. Avant, c'était différent. Souvenir teinté de nostalgie, la course a changé, mais elle conserve un attrait particulier. Surtout cette année, puisque donc le plateau semble vraiment très intéressant. En 2024, la voiture à hydrogène, il y a des évolutions techniques qui vont être très intéressantes. Et puis une bataille cette année, bon, c'est vrai que pendant quelques années, on a eu moins cette bagarre pour la première place, mais là, ça va revenir et ça va être vraiment très intéressant, quoi. C'est une semaine qui est très, très dense, quoi, puisqu'il y a toutes les présentations de voitures, il y a les essais, la course. Donc oui, la parade aussi, où je travaille d'ailleurs. Et donc c'est une semaine très, très dense que j'attends avec impatience. On suit les courses toute l'année, je dirais, d'endurance. Et donc pour nous, la course phare au Mans, ce sont les 24 heures, bien sûr. On a tous, évidemment, les 24 heures au cœur. Stéphane Le Foll, maire du Mans, là. Dominique Leménaire, le président du département, a les 24 heures dans son cœur. Christelle Morancet, la présidente de la région, également, bien entendu, elle qui est originaire du Mans. Ces trois personnalités importantes de la vie politique sartoise sont revenues pour LMTV Sarthe. Et bien sûr, leur amour et leur attachement personnel envers les 24 heures du Mans. C'est évidemment un certain nombre de souvenirs d'enfance sur la période où on est accompagné des adultes et puis très rapidement après la période ado où là on est en totale liberté et on passe quasiment tout le week-end sur le circuit. Et donc ce sont des très bons souvenirs parce que c'est à la fois des instants de liberté mais aussi d'un grand moment exceptionnel avec des pilotes qu'on peut approcher, qu'on peut voir avec la particularité de ces véhicules qui étaient des prototypes, donc qui avaient un côté extraordinaire par rapport aux véhicules qu'on voyait dans les voitures de série. Je me souviens avoir fait beaucoup de photographies parce que j'aime beaucoup la photographie et que à chaque fois que je pouvais rentrer dans le paddock pour essayer de photographier les pilotes et les voitures de plus près, je tentais le coup. Alors ça marchait pas toujours, mais je crois que le fait d'avoir un appareil photo donnait un bon alibi. Donc c'est aussi de très bons souvenirs photographiques. Moi j'étais d'un village du canton de Loué, de Lognes. Bon, donc il fallait venir aux 24 heures, donc il fallait venir au Mans. Alors c'était avec mon père et puis les Bretons, c'est-à-dire la famille qui venait. Et on allait souvent le samedi soir d'ailleurs. Les souvenirs donc sont ceux de la Cité des Pins, de ces gens qui déambulent, qui viennent et qui sortent du circuit. C'est bien entendu le son, c'est les lumières. C'est un de mes oncles qui était passionné et qui faisait toujours des calculs et des chronométrages pour savoir où étaient les Alpines et est-ce qu'elles remontaient ou est-ce qu'elles s'étaient fait dépasser. Et puis après, c'est quand on a eu 18 ans, 19 ans, c'était de venir passer la nuit, la fête foraine. Moi, c'est les populaires en fait. J'allais pas dans les enceintes. On allait directement pneu d'Allop et au pneu d'Allop, on allait côté populaire. Voilà, donc c'est beaucoup de souvenirs. Et d'être maire aujourd'hui, c'est chercher à retrouver dans le lien entre la course et les gens ce qui fait aussi le rêve, la passion, l'attachement. Et quand j'en discute, je trouve que c'est assez fort, c'est même très fort. Les 24 heures du Mans, moi je suis née au Mans, donc j'ai été baignée pendant toute mon enfance avec cette belle course. Et bien évidemment, les souvenirs que j'en ai, c'est de venir avec mon père, notamment pendant les essais. C'était vraiment le rendez-vous annuel en famille.
Connaissez-vous Le Mans Miniature, une formidable entreprise créée en 1991. La société Le Mans Miniature est devenue en 30 ans une marque référence sur le marché mondial de la miniature de collection. Partons à la rencontre de son fondateur, Benoît Moreau, du côté d'Ivray-le-Paulin. Le Mans Miniature, je l'ai créé en 1991. Dès le départ, on fabriquait et on commercialisait des voitures qui tournaient autour de la course automobile, en grande majorité les 24 heures du Mans, mais pas que, j'avais beaucoup de clients aux États-Unis. Et tout était fait manuel au départ pour des kits, c'est-à-dire des modèles de maquettes à monter. Et petit à petit, en 30 ans, on est sur des voitures tout assemblées. On a aussi toute une gamme de figurines qu'on a développées depuis une vingtaine d'années. On n'a pas arrêté de créer et d'inventer des nouveaux produits, des nouvelles choses qui, par rapport au départ, n'étaient pas envisagées. Pendant le confinement, on a écrit un livre sur les 30 ans de Le Mans Miniature qui explique un petit peu les savoir-faire. On avait presque 60-70% de notre chiffre d'affaires, c'était des toutes petites voitures de maximum 40 mm de long qu'on vendait en Allemagne, au Japon. Donc ça c'est le début qui n'était pas prévu. On avait des grosses voitures au 24e et des toutes petites voitures. Et puis après est arrivée une gamme de modèles assemblés au 43e. Et puis sont arrivés les Audi au 24 heures du Mans. Et on a vraiment fait beaucoup de modèles d'Audi. Je suis revenu au Mans, je suis natif du Mans. Depuis 1968, je suis allé autour du circuit en tout gamin voir la course. Obligatoirement, il y avait une histoire de course automobile et 24 heures du Mans. Mais les voitures qui couraient au Mans ne couraient pas qu'au Mans. Donc on a fait beaucoup de Sebring, de Daytona, mais c'est autour de l'endurance. On travaillait un petit peu avec l'accord de Yost sur les miniatures. On a très rapidement rencontré des gens de confiance qui nous ont donné confiance et qui nous ont donné l'autorisation de, par exemple, faire la voiture qui a gagné Le Mans en 2000. C'était incroyable. On a signé les premiers accords où un constructeur demandait à un artisan de faire dans l'année, quelques mois après la course, le modèle qui venait juste de gagner les 24 heures du Mans. Au mois d'octobre-novembre, on fabriquait les Audi que l'on vendait en kit dans le monde entier. Le Mans Miniature en 2023, c'est 2 personnes. Moi, j'ai en charge toute la partie technique. Angèle assure tout le reste, c'est-à-dire énormément. Et on vend toujours dans beaucoup de pays. C'est plus de 50% de notre chiffre d'affaires qui est à l'export. Et dans ces 50%, il y a l'Europe, mais il y a aussi le Japon et surtout les États-Unis. Depuis 1 an, on a lancé un projet majeur. On a scanné la Schnarre Walker des 24 heures du Mans. Ces informations techniques vont nous servir à recréer le modèle. Et là, on est parti sur un projet assez ambitieux, d'aussi bien reproduire cette gagnante des 24 heures du Mans de 1923 au 18e, au 32e, c'est-à-dire qu'on va lui inclure un petit moteur dedans pour qu'on joue au slot avec, mais aussi faire tout l'environnement. De Georges Durand en figurine, des 2 pilotes de la numéro 9 et de la numéro 10. Le travail a été de récupérer de l'existant, c'est-à-dire qu'on se retrouve un peu dans la logique de Notre-Dame, où ils ont récupéré ce qui restait. Nous, on sait qu'on peut compter sur telle partie de la voiture, et puis derrière, on va reconstruire, et on va réfléchir. Je me suis adressé beaucoup au club Schnarre Walker pour savoir quel est le type de châssis. Francis Piquera aussi m'a pas mal accompagné. Et puis, on va recréer petit à petit par touche toute cette voiture qui n'existe malheureusement plus sous sa forme de compétition. Pour les prototypes, rien n'a changé par rapport à ce que l'on faisait il y a quelques années, juste les outils qui ont changé. Où avant, on travaillait manuellement, maintenant l'informatique nous aide énormément. Pour la Schnarre Walker, il faut compter plus de 550, 600 heures, pour le projet de base. Et c'est des produits assez rares, on vient de sortir la Bugatti 59, il y a déjà les 3 modèles sur 4 qui sont épuisés. Donc c'est des modèles quand même recherchés. Maintenant, je suis plus dans la recherche de recréer ce qu'on appelle un diorama, une scène, un moment T ou un moment où ça s'est passé. Par exemple, Jackie X qui traverse en marchant en 1969 la piste, c'est un moment historique. On va sortir la figurine avant la fin de l'année. Milieu des années 70, il y avait encore la vente du main libre, par exemple, à la criée. Donc je me souviens du papier, du chapeau papier, tout ça, et j'ai contacté le main libre qui malheureusement n'a plus d'archives en dehors du journal qui est reproduit, le facsimilé du samedi de 66
où c'est vraiment la première de samedi, j'ai recréé de toutes pièces ce vendeur à la criée main libre avec un trieur de pièces qu'on pouvait voir sur fond soir. Et puis au même moment, à partir de photos, on voit Ken Mice avec son casque qui est entre deux relais et Shelby qui est en train de lui parler. Donc on raconte une petite histoire, tout ça c'est 1966. On a l'histoire Matra, mais là actuellement, je suis sur l'histoire Rondeau, où après les voitures qui ont couru en 80, on est revenu en 81 avec les voitures de Pescarolo, de La Fosse et puis de Rondeau, les 379C avec les capots. On fait exactement le même travail que faisait Rondeau dans son atelier. On rallonge les capots à l'arrière, on bouche les ouïes, on reconstitue les choses, on reconstruit, c'est vraiment le cœur du métier. On n'est pas du tout créatif, on est des moines copistes. Les matériaux qu'on utilise actuellement ont évolué sans trop évoluer. En réalité, on est dans des familles de résines. Soit c'est des résines que l'on moule en coulée à la main. Ça va arriver à disparaître dans les années à venir pour des raisons environnementales et humaines. Et de plus en plus, on va s'orienter vers de l'impression 3D avec des mêmes familles de résines. Pour faire les prototypes de ces figurines dont on parlait en 1966, rien n'a changé. C'est-à-dire que pour nous, on va sculpter. Donc là, on voit Georges Durand. On va créer cette figurine avec ses plis, ses chaussures, à partir d'une seule photo, son parapluie. La position spécifique qu'il avait de se tenir, c'est fait à la main. Rien n'a changé, depuis 30 ans on fait ça. On va par contre mouler en silicone, dans un moule silicone, moulage artistique comme de la statue on va dire. Mais maintenant on sauvegarde tous nos projets avec un scanner pour prendre toutes les formes de cette figurine. Et puis à partir de ces fichiers points, on imprime à l'envers, on imprime par-dessus. On commence de là et on descend. Voilà ce qui va se passer demain. À partir du moment où on tire, qu'on commence à raconter des petites histoires d'hommes, de voitures, c'est vraiment sans fin. Avant de faire une courte pause, on reste dans ce côté rétro vintage car Bruno Palmé a bien eu la chance de rencontrer un passionné qui a également fait une reconstitution miniature d'une scène des 24 heures du Mans 1973. Allons voir ça sur place avec Bruno Palmé. Avec Éric Baillez, l'homme qui a construit, qui a conçu ce diorama sur les 24 heures du Mans, 1970, une année exceptionnelle. Alors Éric, j'imagine que ça a dû être un long travail de réaliser cette œuvre, on va dire. Oui, tout à fait. Il y a 1200 heures de travail dessus et donc sur une période de 2 ans. Avec un break quand même de 5 mois où j'y ai pas touché du tout. Donc, mais ça a été très long et 60% du travail a été effectué la nuit. Pourquoi l'année 1970 ? Alors l'année 70, c'est parce que la diversité des voitures était telle qu'on voit des formes totalement différentes, des couleurs différentes. C'était la première année où il y avait les Porsche Golf. Et pour moi, les Porsche Golf représentent les 24 heures du Mans. Donc en plus, c'était l'année de Steve McQueen, qui était mon idole quand j'étais tout petit. Donc ça a influé beaucoup sur cette année et ce choix d'année. Alors combien de voitures, combien de figurines sont animées, sont affichées sur ce diorama qui, je crois, fait une longueur de 4,50 m ? Oui, tout à fait. Il fait 4,50 m sur 0,60 m de large. Alors il y a 30 stands, 5 bâtiments intermédiaires, le bâtiment officiel de l'ACO. Il y a 32 voitures et 2286 figurines, dont 1600 que j'ai peint, où j'ai mis 400 heures de peinture pour les figurines. Et en quelle matière ont été réalisées les figurines ? Alors, les figurines, ce sont des figurines en résine pour 99% des figurines et du plomb pour 1%. Où là, par contre, je n'avais pas besoin de les peindre. C'est des figurines que j'avais déjà, que j'ai mis, comme les nonnes, par exemple, et le curé des années 70. Et elles sont en plomb, celles-ci, et je les avais déjà. Alors, ce diorama est actuellement exposé à l'espace membre ACO. Quel sera son avenir, justement, après l'été ? Alors, son avenir après l'été, il doit être exposé de toute façon au mois de septembre pour le salon Automoto Rétro.
sur le stand ACO justement. Et s'il n'est pas vendu d'ici là, il sera vendu aux enchères là-bas. Donc à moins que le musée se porte acquéreur, ce qui serait l'idéal, puisque tout le monde en profiterait. Parce que le problème d'une vente aux enchères, certes, peut-être que je le vendrai plus cher, mais si c'est un particulier qui l'achète, une seule personne en profitera, ce qui serait quand même dommage. Ça serait mieux que le musée le prenne et que tout le monde puisse en profiter. En tout cas, bravo Eric pour cette œuvre. On vous souhaite tout le meilleur. Merci de nous avoir permis de partir à la rencontre des acteurs de cette année 70. De retour sur le plateau d'LMTV Sarthe. Dans un instant, on retrouvera notre envoyé spécial Bruno Palmé en direct du circuit des 24 heures du Mans. Il va nous dire qui a décroché la pole position de l'Hyperpole et qui sera en tête justement au départ des 24 heures du Mans. Ça va se terminer dans quelques secondes. Restez bien avec nous. D'abord, on va partir à la rencontre d'anciens pilotes avec Jackie Oliver, vainqueur des 24 heures du Mans 1969 avec un certain Jackie X d'ailleurs sur Ford GT40. Pascal Brulon l'a rencontré en 2003, document qui n'a jamais été diffusé sur LMTV. Jackie Oliver, connu aussi en tant que pilote F1 dans les années 70. Jackie Oliver, c'est 47 Grands Prix de F1 au total. Et vous allez le voir, c'est surtout sa victoire aux 24 heures du Mans qui a marqué sa carrière. Well, obviously to win with the GT40 in 1969 with Jackie X. It was the first time I'd been to Le Mans, so it was a nice result. Also in a car that wasn't able to win anymore because the Porsche were coming with more modern and lighter and faster cars. So Jackie and I were delighted that we should have won that race, and for me, for the first time here, was a treat. Well, it was a part of the World Championship then, the most important race in the Sports Car World Championship, which sadly is no longer. There's no real true Sports Car World Championship. And a very important race for a driver to win. During that period, the three most important races were Indianapolis, the Monte Carlo Grand Prix, and Le Mans. And that's still much the case now. So it was an important race, but for me, sports car racing was not the most important thing. I wanted to succeed in Grand Prix racing. From a driver's point of view, the World Championship for drivers, and to win a Grand Prix, is the top echelon. Sports car racing was, and still is to a lesser degree, more a championship for makes than for drivers. Well, the other races, most of the races I did more than 50 Grand Prix for Lotus, for McLaren, for Shadow, and that was a sprint race. It was 300 kilometres, and you went as fast as you possibly could. There were no pit stops. The only other sports car racing I did was in the United States with the Can-Am American Championship, which I won in '74, and that was sprint road racing again. So it was a maximum speed from the time of the green light, green flag, until the checkered flag. Le Mans was not that way. You had to pace yourself. It was interesting that when Jackie X and I won here in 1969, the team said, this is your comfortable speed. I can't remember what the lap time was, let's say 4 minutes 26 seconds a lap. So try and keep 4 minutes 26. We know you can do 4 minutes 20, but try and keep it 4:26 because this is good for the brake wear, the tyre wear. And in the night, I found I was just a couple of seconds quicker than Jackie X at night. And Jackie kept on complaining to David York, saying, he's driving the car too fast, he'll break the car. But David York says, no, it's a comfortable speed for Oliver, so let him do that. And as it turned out, those few seconds every lap during the night put us in a position where we could
have won the race. I've had, from a personal point of view, more important races as far as my ability was concerned. But people remember Le Mans 24. If I say I won a Formula 2 race in Germany, or I was third at the Mexican Grand Prix, they say, oh. And then someone says, yes, but you won Le Mans. The heads go, you won Le Mans? So it's an important event for the general public. It's a very important event for a manufacturer, the prestige attached to it. But quite honest with you, for me, I never felt it was an important event. A lot of drivers with Jackie Ickx could have won Le Mans in 1969. We had reliability and consistency, so we were lucky to win. But many drivers could have done that. When I came back here in 1971 with Porsche, with Pedro Rodriguez, we had the fastest speed of a race car on the Monceau Street ever achieved in road racing at that period. We were doing 254 miles an hour. Pedro and I at 2 o'clock in the morning, before the car broke, was a lap in front of everybody else. It was a fantastic car. Porsche had put a maximum effort, as they'd always done in Le Mans, in which to win. And it was a beautiful car, easy to drive, and if it had not failed in the middle of the night, we would have easily have won the Grand Prix, won the Le Mans 24 in 1971. So there is an example of reliability is perhaps more important than driving talent at Le Mans. I understand there's about 100,000 Britons come to this race every year in which to watch. I think it's the tradition. You know, sons had gone with their fathers, and those fathers now bring their sons or come with their friends. It's a tradition. It's a well-established event. It's great fun. It's an all-night party. And if you're a racing enthusiast, you can have an all-night party. But yet, going around and looking at the people that are camping here, the old atmosphere of the night party still remains. And that's what makes it such a fantastic event. Allez, on va retourner du côté du circuit. Nous attend là-bas notre envoyé spécial, Bruno Palmé, qui est en direct avec nous. Merci d'être avec nous, Bruno. La séance d'Hyperpole vient tout juste de se terminer. Dites-nous tout. Qui est en pôle? Qui occupe les premières places? Oui, Antoine, nous sommes en direct du circuit des 24 heures où l'Hyperpole vient de s'achever de façon prématurée, puisqu'on a assisté ce soir à un double événement. Le premier, c'est bien évidemment la double pole de l'écurie Ferrari, comme on le pressentait, puisque les deux Ferrari ont réalisé un temps de 3,23, ce qui est quand même un record et quelque chose de formidable qui confirme le bon début de saison de l'écurie de la Squadra italienne. Et la troisième place, c'est Sébastien Bourdier, notre Manceau, qui est terminé à la troisième place, mais qui malheureusement, dans la ligne droite des Hunaudières, a connu un problème moteur. Là, il y a eu un début d'incendie, et ce qui ne l'empêchera pas de prendre le départ de la course. Donc la Cadillac était placée devant les Toyota et bien évidemment les Porsche. Ce soir, nous avons avec nous un invité de marque, puisqu'il s'agit de Thomas Laurent, notre Vendéen, notre cher Vendéen, qui court bien évidemment sous les couleurs de l'écurie Glickenhaus, qui est le pilote de réserve, et qui va bien évidemment nous dire ce qu'il pense de cette qualification qui s'est arrêtée de façon prématurée. Thomas? Oui, bonsoir à tous. Effectivement, c'était une qualification assez intense. On ne s'entendait pas surtout à ce que les Ferrari mettent un si gros gap entre les concurrents derrière. Donc il va falloir regarder ça attentivement. Ça pourrait potentiellement prévenir d'un beau résultat pour eux en course. Donc c'est intéressant. On voit un beau résultat aussi de la part d'IDEC en LMP2. Donc c'est intéressant. Bourdet qui se qualifie troisième, donc c'était plutôt sympa pour lui, et malheureusement, comme vous venez de le dire, la voiture a pris feu au niveau de la première chicane, donc ouais, on peut dire qu'il a un petit peu encore le chat noir dans la voiture, mais bon, au moins si la voiture elle est réparée, ça devrait partir troisième, donc c'est un bon résultat pour eux, de bon augure. Ils ont une bonne pace pour la course, donc ça va être une belle bataille devant. Thomas, vous qui avez terminé à deux reprises sur le podium des 24 heures, 2007, 2018, deuxième et troisième, il faut relativiser. La grille de départ, c'est une chose. Sur une course de 24 heures, c'est sans doute ce que dit l'écurie Toyota, qui a réalisé les dernières pôles aux 24 heures du Mans et qui là, du coup, se retrouve un petit peu derrière.
Oui, après la pole position, ou du moins en général la qualification ici, ça veut rien dire. C'est bien d'avoir la pole au général pour la pub, etc. En soi, pour la course, ça veut vraiment rien dire. 2020, c'est mon meilleur exemple. On partait, il me semble, P4 ou P5 avec Alpine. Et dans le premier tour de course, on a une fuite au niveau d'une durite d'eau. On perd un tour complet. Faut savoir qu'un tour complet au Mans, c'est 3 minutes 20. Et on finit quand même 4e en classe LMP2 à la fin des 24 heures. Donc ça veut dire qu'on a remonté au moins de 3 minutes. Donc ça veut rien dire. Les qualifications, forcément, ça donne un petit indice. Mais encore une fois, on juge sur un tour et non pas 24 heures. Quand on sait qu'il y a 50 ans tout juste, Ferrari avait réalisé sa dernière pole position aux 24 heures du Mans, c'était avec l'Italien Mezzario. On imagine que c'est déjà une première victoire de prestige ce soir, même si la course est quand même plus importante. Oui, bien sûr, ils sont en train d'écrire l'histoire des 24 heures du Mans, ou du moins de la continuer. C'est très très beau d'avoir un constructeur comme Ferrari ici en tête. Voilà, encore une fois, on va encore dire la même chose, hein, mais Toyota, ils sont armés. C'est pas la première fois, eux, qu'ils font les 24 heures du Mans avec cette spec de voiture-là. Ils la connaissent par cœur. Je pense qu'ils ont fait maintes et maintes fois des 24 heures d'essai, notamment au Castellet. Donc j'ai vraiment pas peur pour eux. Après, c'est vrai que Ferrari, depuis le début de saison, n'a montré aucun signe de faiblesse au niveau de tout ce qui va être, comment dire, fiabilité, etc. Donc non, ça va être un match très intéressant. Les Cadillac ont l'air d'être dans le jeu aussi. Donc non, ça va être sympa. À voir avec les Porsche. Les Porsche ont pas mal de petits soucis techniques. Donc est-ce que pendant la course ça va le faire? On va voir. Et peut-être votre voiture, la Glickenhaus, qui bénéficie maintenant d'une certaine expérience et qui pourrait, elle aussi, peut-être tirer son épingle du jeu dans une course comme celle-ci. Oui, tout à fait. Après en avoir discuté avec le team, ils ont leur propre attente. C'est déjà de ramener les deux voitures à l'arrivée. Hein. De toute façon, je pense que tous les teams ont cet objectif-là. Il y a un célèbre pilote qui dit que pour terminer premier, il faut en premier terminer la course. Donc non, je pense que les attentes ne sont pas aussi élevées que Cadillac, Ferrari, Toyota, etc. Mais la voiture a du potentiel. Elle n'a pas d'hybride, donc forcément elle est un petit peu pénalisée. Mais elle est plutôt fiable. Au niveau de la pace course, c'est vraiment pas dégueulasse. Donc non, franchement, il y a un beau truc à jouer pour nous si ça va à la fin. Merci Thomas, on entend quelques voitures partir derrière nous puisqu'il restait quelques minutes. Je pense que c'est surtout symbolique parce que les deux Ferrari sont quand même hors de portée avec des temps de 3,23. Même Toyota ces dernières années n'avait pas été aussi véloce. Et je pense que c'est la confirmation aussi du début de saison, hein, puisqu'à Spa et sur les longues lignes droites, on savait que les deux Ferrari avaient un certain avantage par rapport à leurs adversaires, et notamment Toyota, qui, faut-il le rappeler, est quintuple vainqueur de l'épreuve et qui sera le favori, le grandissime favori quand même de la course. Voilà, c'est sur ces quelques notes des essais qualificatifs que nous allons nous quitter. Merci Thomas, bonne course et puis à bientôt. Merci Bruno, bonne course à tous et à bientôt. Merci Bruno Palmé en direct donc du circuit des 24 heures du Mans. On remercie également Gaëtan Vogiski sur place qui était derrière la caméra et donc cette information, on le rappelle, avec cette pole position obtenue par l'équipe Ferrari qui met deux voitures donc sur la première ligne de départ. Grande information donc pour le grand retour de Ferrari. Partons à la découverte de Jean-François Yvon. 12 participations tout de même aux 24 heures du Mans entre 84 et 2011. Et il nous a confié, pour LMTV, que récemment, il nous a confié vouloir revenir sur la course, pas n'importe comment, en famille. Regardez. La première participation, c'est 84 sur une BMW M1 et on a gagné le GT, donc c'était super. Après, j'ai couru chez Yves Courage. On a fait la plus grande vitesse dans la ligne droite des Naudières en 85 avec la première Cougar Porsche. Donc 389 quand même, c'était super. Après j'ai couru dans différentes écuries, j'ai recouru chez Courage en 91-92. Après je suis revenu chez Hawk Racing où on a fait 3 années, 2009, 2010, 2011. En 2009 on fait 3e du P2, en 2010 on fait 4e du P2, 9e du général et en 2011 on abandonne, on est 10e avec la P1 mais on finit 4e
de petits Le Mans à Road Atlanta, derrière les 2 Peugeot 908 et une Aston Martin, une Lola Aston Martin cette année-là. J'ai des entreprises à diriger, une transmission parce que mes fils sont en phase de reprise des entreprises, donc ça occupe pas mal. Mais là, on a un projet tous les 3, c'est de faire le 24 heures du Mans tous les 3 ensemble, en 2025 je pense, ou 2026 éventuellement, mais plutôt 2025. Ce sera là une première, un père avec ses fils sartois qui fait les 24 heures du Mans. En ce moment, on fait des roulages au Castellet, on a fait 2 fois 2 journées de roulage, et puis on va refaire une journée de roulage, 2 journées de roulage au mois de septembre. Et puis on va faire l'Ultimate, la dernière course Ultimate au Castellet, c'est une course de 6 heures à la fin de la saison. Et puis l'année prochaine, on va courir dans un championnat badgé assez haut, soit la Le Mans Cup, soit de l'EMS. Il y a beaucoup d'impatience. Après, il y a des interrogations parce que j'ai quand même pris un petit peu d'âge. Et donc je me demandais si j'avais encore envie, si j'avais encore la niaque et puis si ça pouvait le faire. En définitive, quand on monte dans la voiture, au bout d'un tour et demi, on est bien. Et donc l'envie est là et puis ça marche bien. Donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire tant qu'on est en bonne santé. Ce jeudi, au cœur des festivités liées au centenaire des 24 heures du Mans, eh bien, la Charte-sur-le-Loir a honoré 2 pilotes légendaires, Derek Bell et Jackie Ickx. Tous les 2 sont devenus citoyens d'honneur de la Charte-sur-le-Loir. Donc une nouvelle récompense pour ceux qui ont gagné plusieurs fois les 24 heures du Mans. 5 fois tout de même pour Derek Bell, 6 fois pour Jackie Ickx, 11 24 heures du Mans à tous les 2. Ils l'ont gagné d'ailleurs 3 fois ensemble, Derek Bell et Jackie Ickx. Bruno Palmé et Gaëtan Wojcicki ont eu la chance de les rencontrer. C'est le grand document de Centenaire au cœur. En compagnie du maire de la Charte-sur-le-Loir pour une journée très spéciale aujourd'hui, puisque Derek Bell et Jackie Ickx ont été faits citoyens de la ville de la Charte-sur-le-Loir. Alors monsieur le maire, j'imagine que cette journée du 8 juin restera à jamais gravée dans la mémoire des gens d'ici. Oui, c'est une journée exceptionnelle parce qu'en fait, événement exceptionnel, les 100 ans des 24 heures du Mans, je ne suis pas sûr qu'on les reconnaisse ça une deuxième fois. Donc oui, c'est vraiment une histoire entre ces pilotes, entre le France, entre la Charte et puis entre les écuries de voitures. Comme je le disais tout à l'heure, depuis donc 1953, Aston Martin, Ford, Porsche sont venus préparer leur voiture avec leurs pilotes et toutes ces trois écuries ont gagné les 24 heures du Mans. Donc c'est une véritable histoire qui nous lie à cette course mythique et c'est pour ça aussi qu'on voulait faire un événement exceptionnel. Jackie Ickx, Derek Bell, ils nous connaissent depuis très longtemps. Quand on leur a demandé, donc avec Martin, le nouveau propriétaire du France, ils ont tout de suite répondu oui, présent bien sûr, au contraire ça nous fera plaisir. Là aussi c'est comme ça qu'on voit qu'ils apprécient notre village. Et puis ils apprécient la vallée du Loir. Et puis ils ne sont pas si loin du Mans pour aller à la course. C'est vrai, justement, vous avez dû être sensible au témoignage des 2 pilotes parce qu'ils ont vraiment tari d'éloges sur la Charte-sur-le-Loir. Comme je le disais, peut-être pas qu'en plaisantant, Jackie Ickx se ferait un très bon futur maire à la Charte-sur-le-Loir, tellement il en parle bien, avec amour, avec passion, un peu comme nous d'ailleurs. C'est vrai que c'est un village, on y est né, on a connu toute l'histoire des 24 heures du Mans. Donc voilà, pour nous c'est pareil, c'est des liens très très forts qui nous unissent à ce village. Et c'est aussi pour ça qu'on veut faire vivre ce village avec des manifestations qui sont un petit peu exceptionnelles, enfin tout au moins on essaye. Merci monsieur le maire, vive la Charte-sur-le-Loir, vive les 24 heures. Cérémonie un peu spéciale aujourd'hui puisque Jackie Ickx, sextuple vainqueur des 24 heures du Mans, va être fait citoyen d'honneur de la ville dans quelques instants. Alors mon cher Jackie, au-delà des 6 victoires, j'imagine que la Charte-sur-le-Loir, ça rappelle beaucoup de souvenirs. Oui, je voudrais aussi ajouter Derek Bell parce que vous l'avez oublié. Et pour faire les 24 heures du Mans, il faut être 2. Alors, le hasard fait que Derek est aussi dans cet hôtel de France magnifique et à la Charte-sur-le-Loir qui nous a hébergés dans la nuit des temps. Moi, personnellement, j'ai découvert la Chartre en 1967, c'était hier, non, avant-hier. Et quasiment, nous y sommes retournés en permanence. La Charte-sur-le-Loir, c'est un petit village au pied d'une colline
tranquille, qui respire la paix et la tranquillité, avec autour de lui des champs magnifiques. Et ce matin, comme vous le voyez, c'est une journée très exceptionnelle. Vous voyez la place du village. Eh bien oui, de manière ponctuelle, nous sommes revenus ici. Parlez-nous un petit peu de l'accueil que vous réservez, monsieur et madame Pasto, justement, lorsque vous rentriez le soir après les essais sur le circuit du Mans, parce qu'à l'époque, on revenait aussi par la route et on arrivait ici à minuit, 11h le soir peut-être, pour un grand dîner. D'abord, le bonheur, c'était de revenir avec les voitures de course du Mans par la route jusqu'ici. Ça, c'est une époque vécue où après minuit, après les essais, on revenait avec les voitures de course jusqu'ici. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous étaient encore là à 1h du matin ou à 1h30 au moment où on arrivait. Déjà rouler avec des voitures immatriculées, des GT40, et de pouvoir rouler à des vitesses qui n'étaient certainement pas les 90 km/h que vous faites aujourd'hui pour aller au Mans. Mais c'était très exceptionnel parce que les voitures étaient basées ici pendant longtemps. C'est tardivement qu'on a accueilli les voitures de course au box et on les a gardées. Donc inutile de vous dire que aussi avant, bien sûr, les Aston Martin étaient déjà là. Alors vous parliez de Madame Pasto et de Monsieur Pasto. Je pense qu'il y a 4 générations, grosso modo, 3 ou 4 en tous les cas. Donc j'ai connu Monsieur Pasto père, appelons-le ainsi, Noël Pasto et Raymond, et puis les enfants ont repris la direction de l'hôtel. Donc j'ai connu toutes ces générations-là, et je me souviens, parce que c'est comme maintenant, les jeudis, les vendredis, les samedis, il y avait une communauté d'amateurs de sport automobile et de 24 heures en particulier, qui gravitaient autour de l'hôtel et de cette terrasse que vous apercevez derrière nous. Et à travers le temps, ça s'est un petit peu anglicisé, je dirais. Maintenant, voilà, il y a d'abord un public formidable autour de nous, qui est déjà là avec les rayons du soleil, mais il y a aussi beaucoup d'anglais. Et la tradition se perpétue. C'est une question de... Vraiment, la pérennité, elle y est, comme pour le centenaire des 24 heures. L'Hôtel de France, ici à la Charte-sur-le-Loir, de la même manière que l'Auberge des Hunaudières chez Génicel, ça fait partie aussi de la légende des 24 heures du Mans, puisque ce sont des gens que vous avez bien connus. Oui, Maurice Génicel, en l'occurrence, était de père en fils, j'allais dire, propriétaire de cet hôtel, qui est la référence dans la ligne droite des Hunaudières et qui définit, disons, peut-être le premier tiers de la ligne droite. Maurice Génicel disait, il a vécu à mon avis jusqu'à 95 ou 96 ans, il a dit, je les ai tous vus depuis le début, sauf un. Et il était de ces rares personnages qui avaient vraiment des histoires à raconter, pas seulement celles dans son restaurant après les victoires et toutes ces choses-là, mais dans la tradition familiale de la restauration, un homme généreux et accueillant. Le jardinier que vous rêviez d'être, le passionné que vous avez été, le grand vainqueur que vous avez été aussi aux 24 heures du Mans, ailleurs en F1, etc. Qu'est-ce qu'il pense aujourd'hui du plateau des 24 heures du Mans ? Eh bien, nous avons été coutumiers de lutte entre 2 grands constructeurs. C'était le moteur de la communication des 24 heures à travers le temps, qui a toutes ces histoires extraordinaires, toutes ces aventures et tous ces pionniers qui, depuis le début, assument ce succès du centenaire. D'habitude, c'est 2 concurrents directs qui s'affrontent. Maintenant, on a 7 ou 8 voitures qui ont le potentiel, et marques surtout, qui ont le potentiel et le désir de gagner. Et l'année prochaine, on aura encore 2 de plus avec Alpine et avec Lamborghini. Donc, paradoxalement, avec le temps qui passe, ça ne s'use pas, ça a plutôt tendance à prendre de l'ampleur. Dernière petite question, l'exploit que vous avez réalisé en 69, puisque vous êtes parti le dernier, vous avez remporté la course. Quand vous voyez aujourd'hui toute la sécurité qui a pu être faite autour des circuits, sur les circuits, vous vous dites souvent, je suis un miraculé de la course. Oui, je dis que je suis un survivant, mais
clairement, Le Mans 1969 n'a plus aucune commune mesure avec, heureusement, la sécurité acquise aujourd'hui. Oui, je dis heureusement parce qu'aujourd'hui, la course est extraordinairement sécurisée par rapport à ce que ça a été et heureusement aussi des incidents graves, malgré que la fatalité intervienne et interviendra toujours quand on parle de vitesse. On a fait un bond prodigieux et ce n'est même pas comparable. C'est le jour et la nuit par rapport à hier. Et c'était bien aussi, bien sûr. J'allais oublier, vous avez un favori pour la course? Ah, ça c'est la question traditionnelle. J'ai jamais fait de pronostic, je ne vais pas commencer aujourd'hui. Merci Jackie, ce sera le mot de la fin. À la Charte-sur-le-Loir avec Derek Bell, quintuple vainqueur des 24 heures du Mans, dont 3 victoires avec Jackie X. Alors Derek, de retour aujourd'hui, ici à la Charte-sur-le-Loir. Vous revenez souvent ici en pèlerinage? Oui, j'étais ici depuis 71 avec John Wye, avec le 917, le Golf Mirage, et nous avions les voitures dans le garage juste là. C'était incroyable. Et presque toutes les années depuis ça, j'ai resté ici parce que c'est comme mon deuxième maison. Est-ce que vous vous souvenez, oui, sûrement, des fois où vous partiez du circuit avec la voiture de course pour arriver ici à midnight, le soir, à minuit? Avec les voitures de course? Moi, je n'avais pas fait ça. C'était une chose juste avant mon époque, si c'est correct. Je n'avais pas fait ça parce que le 917, c'était un peu trop difficile et fragile pour conduire sur la route parce que c'est pas bien préparé et tout ça. Parlez-nous de Jackie X, avec lequel vous avez gagné 3 fois les 24 heures du Mans. C'est comme vous un grand pilote? Oui, bien sûr. Je crois que nous étions deuxième 2 fois et nous avons gagné 3 fois. Nous avons gagné beaucoup de courses dans le championnat du monde aussi avec Porsche. C'est intéressant parce que mon carrière commence avec un petit sports car quand j'étais en 64. Mais après 3 années, j'étais demandé par M. Ferrari pour conduire pour lui en Formule 2 et Formule 1 si c'est possible. Et pour ça, j'ai rencontré Jackie à ce point-là parce qu'il est le pilote qui fait toutes les courses avec Chris Amon en Formule 1. Et ça, c'est mon première expérience avec lui. Et après ça, dans toutes les années, j'avais beaucoup de choses à faire avec lui, les courses, toutes les courses en Formule 2, en Formule 1 et en prototype. C'était une des choses très spéciales. Et je ne sais pourquoi, mais j'ai tout, sans réaliser, j'ai pas réalisé, mais je crois j'ai appris comment on conduit les voitures, comment on portait moi-même dans les courses. Et je crois que c'est la faute de Jackie X que j'ai monté si bien. Vous avez parlé de Ferrari. J'imagine que vous êtes content de revoir Ferrari aux 24 heures du Mans cette année? Je pense que pour moi, c'est fantastique. C'est là. C'est très difficile, mais j'espère que ça marche bien. Mais il y a beaucoup de très, très bonnes voitures. Tout le monde dit que le Ferrari, c'est un des meilleurs. À mon avis, c'est l'endurance. C'est toujours ça. Parce que la première année, j'ai conduit avec Mans, c'était avec le Ferrari 512, avec Ronnie Peterson. Et nous avons des ennuis après 4-5 heures. Mais la voiture marche bien à ce point-là. Et cette année, ça dépend beaucoup de la circulation. Oui. C'est jamais facile à conduire dans les conditions qui variables. Peut-être il y a la pluie et le soleil. Dans la nuit, c'est le brouillard et tout ça qui arrive. C'est difficile et pas tous les pilotes ont l'expérience pour conduire pour ça. Vous avez couru beaucoup de fois aux 24 heures, gagné beaucoup de courses, mais est-ce que la 3e place avec votre fils Justin en 1995 sur une McLaren, parce qu'on dit que Le Mans est une histoire de famille, Le Mans, c'est la famille, c'est la plus belle celle-ci, la 3e place? Oui, pour moi, c'est quand j'ai fait beaucoup des interviews pendant les années
Et comme toujours, c'est le plus mémorable. Je ne sais pas en français mémorable, mais mémorable. Pour moi, avec mon fils, sur le jour de la paix, le dimanche, c'est le Father's Day. Et nous étions 3e sur la ligne. C'était incroyable. La fête des pères, c'est ce week-end, this week in France. Oui. Voilà. Et je voulais savoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait Derek Bell? Vous vivez en Floride, je crois? Non, j'habite en Angleterre aussi. C'est facile. Ok, il faut que je vais monter dans la voiture. Mais malheureusement, ça arrive. Merci une nouvelle fois. Merci. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir cette émission non-stop toute la nuit, toute la soirée et toute la journée sur les antennes d'LMTV Sarthe. Ce vendredi, on se retrouve avec un dispositif exceptionnel sur LMTV avec la grande parade des pilotes qui sera diffusée sur LMTV Sarthe en direct à 14h sur notre antenne. Et puis on se retrouvera ensuite pour le 6e numéro de Centenaire au cœur. Merci à toutes et à tous. Salut.